une forte comment dire, une construction des programmes sanitaires qui s'appuie beaucoup sur les régions. Préoccupation d'un risque de politique sanitaire régionale qui soit distincte et pas forcément cohérente les unes avec les autres, chaque région ayant des priorités ou des objectifs qui pouvaient diverger. Donc, la FSE, elle a été construite en fait dans l'idée de pouvoir travailler sur des programmes qui soient, enfin, s'assurer, être un peu une structure de vigilance par rapport à ce risque et pouvoir contribuer à mener des politiques qui soient cohérentes les unes avec les autres. Donc, à ce titre-là, la FSE est apparue comme le lieu privilégié pour les OVS animales et végétales sur des projets communs. Et donc, en effet, sur le frelon, ça paraissait tout à fait naturel que le cadre de l'AFSE puisse porter ce programme national réunissant OVS animales et végétales. Alors, je ne sais pas si Marie-Lou de Fredon France souhaite ajouter un petit mot là-dessus. Bonjour tout le monde, Oui, merci, je t'ai merci aperçu Sophie. dans Non, les participants. ouais, non, très bien, il n'y a pas de souci sur ce qui a été dit. Juste, pour la réglementation, un tout petit rappel, c'est que, donc, comme l'a dit Sophie, le frelon le frelon à pattes jaunes est inscrit sur la réglementation nationale, l'arrêté du 14 février 2018. Et donc, pour rappel, cet arrêté dit que le frelon est interdit sur tout le territoire métropolitain en tout temps. Et donc, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente et la vente ou l'achat de ces espèces est totalement interdit. Voilà. Et j'en profite, j'ai vu une petite question dans le chat sur la dénomination frelon à pattes jaunes. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle frelon à pattes jaunes et pas frelon asiatique? Alors ça, c'est une donnée qui vient de comment ça s'appelle en français, l'association internationale d'entomologie. Je retrouve plus le nom en français, désolée. Donc c'est une préconisation de l'appeler frelon à pattes jaunes. Et notamment aussi, on a d'autres frelons qui viennent d'Asie. Donc le fait de parler de frelons asiatiques, ça n'apporte pas vraiment d'indication sur l'espèce en tant que telle. Donc voilà pourquoi on favorise frelons à pattes jaunes. Et pour que ce soit pas trop confusant, on l'appelait frelon asiatique à pattes jaunes dans le cadre de ce plan. Voilà, je te redonne la parole, Sophie. Oui, on peut peut-être aussi, je vois qu'il y a une question par rapport aux OVS. Donc les OVS, en fait, sont des organisations à vocation sanitaire reconnues par l'État, comme l'a indiqué David dans le chat. Et donc les GDS sont reconnus, les GDS au niveau régional sont reconnus OVS pour le domaine animal et les fredons dans le domaine végétal. Et un des critères, en fait, de première importance pour ces OVS dans le cadre de la reconnaissance, c'est l'indépendance et l'impartialité dans la mise en œuvre des plans. Voilà, donc pour continuer la présentation, on va aborder les aspects plus techniques. Et pour les introduire, simplement, on a 3 outils en fait qui sont complémentaires pour répondre aux enjeux que je vous ai présentés tout à l'heure, qui sont la protection des populations, de la biodiversité et des ruchers. Et ces 3 outils complémentaires sont la destruction des nids, le piégeage de printemps et les outils de réduction du stress des colonies pour l'automne. Donc, elles ont chacune une période de déploiement qui lui sont propres, avec le piégeage de printemps qui, bien sûr, comme son nom l'indique, se passe au printemps de la fin février, on va dire jusqu'à fin mai à peu près, sur des périodes ce sera détaillé tout à l'heure, hein, des périodes de 2 mois environ qui vont être variables un peu selon les régions. Réduction du stress des colonies, donc c'est à l'automne, hein, fin d'été et automne. Et la détection et destruction des nids qui se rapportent en fait un peu sur les 2 périodes, dans le sens où on va avoir les nids primaires et les nids secondaires qui vont chacun avoir leur période de détection et de destruction. Mais ce sera abordé plus précisément tout à l'heure.
Donc, ce sont des outils à utiliser de manière raisonnée en fonction de la densité des frelons. En fait, c'est la nouveauté par rapport au plan proposé en 2022, c'est-à-dire que les outils proposés ne sont pas utilisés nécessairement de la même manière dans toutes les zones. En fonction de la densité, on va utiliser plus ou moins le piégeage et plus ou moins la destruction. Donc en fait, le principe général, c'est que plus le frelon est présent, plus la densité est forte et plus on va privilégier les outils de protection des ruchers et donc en particulier piégeage de printemps et réduction du stress des colonies. Et la destruction sera privilégiée sur les nids qui présentent un danger pour le public ou à proximité des ruchers. Et moins la densité est importante, et plus la destruction a d'importance. C'est-à-dire que si on a une densité de frelons faible, voire très faible, on va privilégier la destruction des nids, et le piégeage de printemps n'est pas forcément préconisé. Et la réduction du stress des colonies, bon, elle est à prévoir même en cas de densité faible. Mais voilà, donc piégeage à privilégier quand la densité de population est moyenne ou forte, et la destruction des nids est d'autant plus importante quand la densité de frelons est faible. Alors, comment on évalue la densité de frelons? En fait, là, je laisserai Étienne compléter s'il le souhaite. C'est donc d'après des données de l'ITSAP, cette évaluation, elle se fait en fonction de la pression de prédation observée l'été sur les ruches, avec des modalités d'évaluation qui sont un niveau faible correspond à un frelon asiatique devant chaque ruche, niveau moyen 1 à 3 frelons, et niveau fort plus de 3 frelons devant chaque ruche. Donc je vais laisser la parole à Étienne Calais qui va nous parler du piégeage de printemps avant et ensuite David Philippard donc nous parlera de la destruction et Étienne abordera ensuite la partie réduction du stress des colonies. Donc Étienne, je te laisse la parole et je te fais passer les diapos. Tu veux compléter sur l'évaluation de la densité du frelon ou je Non, passe non, au piégeage? c'est très bien, hein, c'est très clair. Bon, de toute façon, l'évaluation de la densité, on a vu avec le réchauffement climatique, ça augmente très vite partout. Donc, on va bientôt être en zone fortement infestée dans de nombreuses régions. En Occitanie, vous connaissez ça depuis longtemps. Dans l'est de la France, ça vient progressivement. Donc, de toute façon, hein, dans vos régions, il peut y avoir certaines contrées où c'est moins important, mais la plupart du temps, quand même, on est en forte densité. Donc, Irène nous a dit dès le début, hein, ça a commencé quand même très tôt. Il y a eu un certain découragement, hein, il y a une mauvaise organisation, c'est-à-dire que chacun faisait de son côté quelque chose. Donc, le but du plan, c'est d'agir tous ensemble. Le piégeage de printemps, ça n'est pas miraculeux, hein, faut pas se faire d'illusions, mais si tout le monde le fait en même temps avec les bons pièges, hein, et donc si on a des remontées d'informations, on verra si c'est efficace. Si d'ici 4-5 ans, on a montré que ça apportait rien de plus, on arrêtera. Donc pour l'instant, l'objectif du piégeage de printemps, c'est de faire baisser de 50% le nombre de nids à détruire. Et on voit que les collectivités locales commencent à avoir du mal à payer les destructions de nids. Donc il faut insister, hein, pour faire du piégeage de printemps qui soit efficace. Et donc, actuellement, ça y est, ça démarre. Dans toutes les régions, il y a un affolement général. Et donc, la suivante, hein. Donc, il faut voir un petit peu comment agir. Donc, la période de piégeage. Je vois à Paris, par exemple, au 1er mars, on a débuté le piégeage, ce qui est une erreur. Hein, il ne fait pas très beau, il ne fait pas plus de 10-12 degrés, donc ça ne sert à rien de piéger dans ces conditions. Donc, en Occitanie, je ne sais pas si vous avez déjà eu de belles périodes, s'il y a déjà des frelons qui sont apparus, mais tant qu'il ne fait pas pendant plusieurs jours 15 degrés, ça ne sert à rien de piéger, même si on peut avoir quelques fondatrices qui apparaissent. Les fondatrices, elles vont sortir pendant 35 à 40 jours, donc le temps que les ouvrières prennent le relais.
Donc, il n'y a pas d'affolement pour essayer de mettre les pièges en place. Et on sait, on verra plus tard, il y a un effet dynamique dans les pièges NAS quand vous avez des frelons vivants avec leurs phéromones d'alarme. C'est eux qui font entrer les frelons dans le piège. Donc, on piège 5 à 8 semaines. Hein, donc, ça ne sert à rien de piéger trop longtemps. Et on arrête de piéger quand les frelons Vespa Crabro entrent. Et là, on a un petit souci, hein, c'est que on a tendance à avoir des entrées de pièges qui sont trop étroites, hein, pour empêcher l'entrée des crabaux. Et pour moi, c'est une grosse erreur parce que on le voit sur le piège le plus vendu en France, hein, ces pièges sont trop étroits à l'entrée et donc on n'a qu'un frelon sur 10 qui va rentrer. Alors que si vous mettez à côté un piège avec une ouverture plus grande, ça ne pose aucun problème pour les crabreaux, puisque les crabreaux, il y a un décalage d'un mois dans leur sortie. Et donc, quand vous arrivez au 10 ou 15 mai, là, vous arrêtez le piégeage parce que vous commencez à avoir quelques crabreaux qui rentrent dans le piège. Donc, le piège bivital, par exemple, là, moi, j'ai demandé qu'ils continuent à utiliser les mêmes entrées parce qu'il y a des pays qui demandent à ce qu'il n'y ait aucun crabeau qui rentre, mais plus on va réduire les entrées, moins on sera efficace. Et donc, si on veut être efficace avec le piégeage de printemps, il faut prendre un maximum de fondatrices et tout de suite, hein, les gens qui vous affirment que une fondatrice piégée, c'est un nid en moins, c'est absolument faux. Hein, on l'a remarqué, il faut au moins 10 à 20 frelons pour avoir un nid en moins. Donc le but, c'est quand même de piéger pas mal de frelons, hein, des fondatrices à ce moment-là. Et donc, il faut mettre tous les atouts dans son panier. Donc, le piégeage, ça va être vraiment selon le climat local. Donc, au nord et au sud de la France, c'est pas pareil. Et selon les années, c'est très variable. Donc, il faut piéger pendant plusieurs années, hein. Si on veut une efficacité, l'intérêt, c'est de piéger sur tout un secteur, donc pas sur une commune, mais sur une communauté d'agglos, par exemple. Et donc là, si vous utilisez les bons pièges, hein, et que vous travaillez tous ensemble, on arrive à ces fameux 50% de baisse du nombre de nids. Et quand vous baissez le nombre de nids, bah forcément, vous avez moins de pression sur vos ruchers. La suivante. Donc, la préoccupation, c'est de préserver l'entomofaune. Moi, je suis vraiment atterré de voir actuellement tous les gens qui mettent des pièges bouteilles, des pièges cloches, des pièges en bocaux, hein, qu'on affirme 100% sélectifs. Ils n'ont jamais eu aucune étude pour prouver leur sélectivité. Et quand on regarde les résultats de l'INSAP, c'est une catastrophe, quoi. On est à 4, 5, 8% pour la plupart de ces pièges. Donc, au printemps, les insectes ne se sont pas reproduits. Donc, il est beaucoup plus important au printemps d'avoir des pièges sélectifs. En automne, vous pouvez prendre des mouches, c'est pas dramatique, hein, il y en a beaucoup, elles se seront reproduites. Malgré tout, il faut quand même limiter au maximum. Mais au printemps, il est vraiment indispensable de ne pas utiliser ces pièges non sélectifs. On a, la Fredon nous a signalé, par exemple, hein, les micro-hyménoptères parasitoïdes du puceron, très importants chez les arboriculteurs, sont énormément piégés et donc ça va être un impact direct pour la protection naturelle de la biodiversité chez les arboriculteurs. Donc, cette limitation, actuellement, on est en passe de ne pas la réussir du tout. Donc, moi, quand je vois des communes ou des collectivités de communes qui achètent 10 000 pièges, c'est une erreur. Et donc, il faut essayer de choisir les bons pièges. Ils valent plus cher, mais il en faut 5 à 10 fois moins. Et donc, avec ces pièges, on a beaucoup moins d'impact sur la biodiversité. Il n'existe aucun piège sélectif, hein. Donc on essaie d'utiliser les pièges les plus sélectifs. Et les pièges les plus sélectifs actuellement, hein, c'est entre 30 et 50% de sélectivité. Donc c'est encore loin d'être parfait. Et la semaine dernière, quand on a présenté le plan aux deux ministères sur le salon de l'agriculture, le MTE, là, le ministère de la Transition écologique, a bien insisté sur le fait d'avoir des remontées d'informations sur le piégeage pour être sûr de ne pas avoir d'effets néfastes sur la biodiversité. Alors on nous répond toujours que le frelon lui-même a un impact sur la biodiversité, mais le frelon, il a son impact maximum sur la biodiversité en automne, à une période où les frelons, tous les insectes se sont reproduits. Donc le problème est complètement différent. Par contre, là, il stresse les abeilles. On verra tout à l'heure qu'il y a des moyens pour essayer de limiter cela au maximum.
Donc, les critères de référencement pour les pièges, hein, là on en a mis 3, mais il existe beaucoup de pièges qui sont copiés sur ces types de pièges et qui fonctionnent parfaitement. Donc, le tout, c'est de choisir des pièges de type NAS, hein, qui ont une sélection physique, c'est avec des trous d'entrée d'une certaine taille, hein, et pour moi, il faut au moins 8,4 millimètres au niveau de l'entrée, et ces pièges les ont, et les trous de sortie sont souvent à 5, on utilise des grilles à rennes, et c'est une erreur, il faut des trous de sortie un peu plus grands, on peut monter à 6. Au printemps, vous pouvez avoir des frelons asiatiques qui ressortent parfois de certains pièges, mais ce sont les ouvrières de première génération, donc ces ouvrières sont toutes petites au printemps, hein. Elles apparaissent comme ça dans des nids où la fondatrice a travaillé à l'économie, et donc on a des petites tailles. Et donc, ces ouvrières, s'il y en a quelques-unes qui ressortent, ça n'est pas du tout un problème. Donc, essayons d'avoir les pièges qui soient les plus adaptés. Donc, il faut des cônes d'entrée ronds, hein, les cônes d'entrée aplatis du type Japprod sont beaucoup moins efficaces. Il faut une séparation entre l'appât et la partie capture. Et la séparation, on s'aperçoit qu'il faut essayer de mettre des grillages de type garde-manger très fins pour éviter tous ces moucherons, les micro-hyménoptères qui n'aillent pas se noyer dans l'appât. Et il y a le piège coréen à elle, là, qui est le piège bivital, par exemple. Lui, il a un tissu, hein, qui empêche ces noyades. Donc, sont des petites choses, mais qui sont très, très importantes. Pardon? Bon, il y a un bruit parasite. Donc, et en bas, on vous a mis en rouge, là, les pièges bouteilles, les pièges cloches, les pièges bocaux sont interdits. Et donc là, on a beaucoup de mal avec ça, parce qu'évidemment, ce sont des pièges qui sont entre 5 et 10 euros, mais qui sont très peu sélectifs. Dans les pièges bocaux, les individus qui rentrent essaient de sortir, ils sont stressés, ils sont contre la paroi de verre, ils finissent par sortir, mais quand ils sortent, ils meurent rapidement ou ils sont stériles. Donc, on est au printemps et donc ce type de piège est à éviter, hein, au maximum. La suivante. Donc, on va vous montrer ces pièges. Donc, à gauche, c'est le piège japonais. Moi, je l'utilise depuis 6 ans. L'année dernière, j'avais 150 frelons qui sont rentrés du 11 avril au 15 mai. Donc, c'est le piège le plus attractif. Bon, il n'a qu'un inconvénient, c'est son prix, hein. Il a plus de 70 euros. Le piège coréen à elle, c'est le piège de chez Bivital. C'est dans les tests de l'ITSAP, c'est le piège qui ressort avec la meilleure attractivité, meilleure sélectivité. Et le piège NAS à grille jaune, hein, et vous voyez à droite, cette grille jaune, elle est vendue individuellement. Après, les gens peuvent faire leur piège. Là, c'est les Atrobida en Mayenne qui fournissent ces pièges. C'est dans moins de 30 euros. Et donc, ce type de piège est particulièrement efficace. Donc, il va sûrement y avoir une modification de la grille. On s'aperçoit qu'en bas, il faut boucher les trous. Les gens mettent du scotch. Et si vous bouchez les trous, vous avez une entrée supplémentaire de frelons. Ils rentrent beaucoup plus rapidement. Donc, c'est vraiment des problèmes d'observation et les apiculteurs qui les ont utilisés. Il y a Jean-Luc de Neucher qui a beaucoup étudié ce type de piège et donc qui a été bien amélioré. Donc, ce sont 3 pièges qui sont recommandés. Il y a des pièges qui sont équivalents, mais surtout des pièges NAS. On pose souvent les questions sur le Japprod. Le Japprod, c'est un très bon piège. Par contre, il n'est pas efficace au printemps. Donc, on peut l'utiliser à d'autres moments, mais au printemps, il est dommage de ne prendre qu'un frelon sur 10. Quand on met un autre piège à côté, on voit nettement la différence. Le suivant. Donc j'insiste beaucoup sur ces pièges parce que c'est un message qui est difficile à faire passer. Et donc, est-ce qu'il faut mettre des pièges chez les particuliers, hein, ça, c'est un autre type de grille jaune, donc avec des pièges rouges. Est-ce qu'il faut mettre les pièges chez les particuliers ou chez les apiculteurs? Il y a des communes maintenant qui achètent des pièges, qui les distribuent à des particuliers. Moi, je n'y suis pas trop favorable. Je pense que il faut réserver ça aux apiculteurs. Quand vous avez suffisamment d'apiculteurs dans une commune, c'est à eux à piéger. On ne piège pas que
que dans le rucher, hein. Moi, j'ai piégé 150 individus dans mon jardin et à 2 kilomètres dans mon rucher, j'en ai piégé que 50. Donc, on sait que c'est les fleurs qui les attirent au printemps, hein. Les abeilles, les frelons vont chercher du nectar et des protéines en même temps. Et donc, quand vous avez des camélias, hein, c'est une fleur très intéressante pour les attirer. Donc, du giorne, vous avez différentes fleurs qui apparaissent de façon précoce. Et là, vous piégez beaucoup plus dans ce cas. C'est comme quand vous piégez en automne sur du lierre, hein, vous attrapez aussi beaucoup de frelons dans ce cas. La suivante. Donc l'appât et l'entretien du piège, je passe rapidement parce que tous les gens connaissent, hein, les différents types d'appât. Donc ça, vous aurez après la présentation. Donc le classique, c'est un tiers, donc bière, vin rouge et sirop de fruits rouges. Moi, je n'utilise que du panaché, la bière panachée avec du sirop de fruits rouges et ça marche parfaitement. Maintenant, dans le sud, ça a été très expérimenté, la levure de boulangerie qu'on laisse fermenter pendant 3 jours, donc mélangée avec du sucre et de l'eau. Et ensuite, on rajoute de l'alcool pour éviter que les abeilles ne viennent dedans. Et c'est remarquable comme efficacité. En Normandie, on va plutôt utiliser du jus de pomme. Il y a des gens qui utilisent du nectar de banane. Donc, au printemps, on ne met pas de protéines. Même en automne, je trouve que ce n'est pas très efficace. Après, il faut renouveler l'appât. Donc, l'avantage, c'est quand on a des pièges où l'appât est séparé du reste, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir. Et ça vous permet de laisser vivant des frelons. Moi, je ne vide jamais au printemps mes pièges, hein. Il reste pas 5 semaines comme ça, avec un milieu mort à l'intérieur. Comme il n'y a pas de liquide, donc ça ne sent pas mauvais, il n'y a pas de fermentation. Et donc, les frelons vivants, il y a un effet dynamique qui a été montré par l'ITSAP. Hein. L'ITSAP, pour ses recherches, nettoyer les pièges tous les 7 jours pour faire les comptages. Et donc, il y avait nettement moins de prises dans les pièges comme ça où on fait des comptages tous les 7 jours. Donc, on laisse les frelons vivants et morts pendant 5 à 8 semaines dans le piège, ça ne pose aucun souci. Et l'appât, on le renouvelle tous les 8 à 10 jours. C'est là où on a la meilleure efficacité. La suivante. C'est vrai que quand on change l'appât, on a un regain d'efficacité, parfois pendant une journée ou deux. Mais l'efficacité, elle est vraiment dépendante du climat. Et quand vous avez une température de 15 degrés, vous mettez votre piège, bien souvent, dès le premier jour, vous piégez quelque chose. Donc, mettre son piège au 1er mars, comme c'est fait parfois en Ile-de-France, c'est une erreur. Donc, il faut adapter à chaque région. Il faut plusieurs jours à 15 degrés pour mettre les pièges en place. Donc, Sophie a dit tout à l'heure, hein, dans les zones peu infestées, l'intérêt du piégeage est plus faible. Donc là, on peut, avant de piéger, moi je pense qu'on peut déjà essayer de savoir s'il y a du frelon. Donc, vous pouvez mettre un flacon, un pot à confiture, par exemple, avec une mèche qui dépasse, dans lequel vous mettez un sirop de sucre et vous voyez s'il y a des frelons qui viennent dessus. Donc, vous pouvez avoir des abeilles, mais aussi des frelons. Et donc, ça vous permet, dans les zones peu infestées, de savoir si vous êtes dans un secteur où il faut piéger. Et donc, cette surveillance, on peut la faire avec des pièges par la suite, mais on ne met pas systématiquement les pièges en place. Dans les zones fortement infestées, c'est là où on va essayer de diminuer le nombre de nids à détruire, parce que les communes n'en peuvent plus de payer des destructions de nids. Donc, il n'y a pas besoin de mettre énormément de pièges par commune, mais à condition de mettre les bons pièges. Ces pièges sont plus chers, mais comme vous en mettez beaucoup moins, ça revient au même prix. Et donc, plutôt que de payer des destructions de nids, il faut demander aux collectivités locales de payer pour mettre en place ces pièges. Et ça, Quentin Rome insiste beaucoup là-dessus pour essayer de déplacer les financements sur de la prévention. Et donc, ça n'était pas acquis d'obtenir du muséum, hein, depuis plusieurs années, ça avait été demandé, de pouvoir piéger au printemps, parce qu'on a des études, mais qui ne sont pas encore sorties, de ITSAP et MNHN, sur l'efficacité, donc une diminution au bout de 4 ans avec un bon piégeage de printemps. Simplement, il faut quand même 4 ans, et donc il faut ne pas trop prélever sur la biodiversité. Donc, avec les pièges qu'on a maintenant, hein, il y a, tous les ans, l'ITSAP travaille dessus, et donc on progresse quand même rapidement là-dessus. Donc, placer les pièges, on peut en mettre à proximité des ruchers, et il faut en mettre aussi au niveau des fleurs. Voilà, la suivante.
Donc, l'organigramme, je ne sais pas si c'est moi qui le développe ou si Sophie veut le faire. Donc, le comité de pilotage, donc, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est AFSE, GDS France et Fredon France. Donc, après, il faut des comités de pilotage au niveau de chaque région. Et c'est vrai que l'Occitanie, vous êtes une grande région. Donc, c'est vraiment important de piloter ça en collaboration avec les comités départementaux. Et dans les départements, vous avez des GDSA, des FDG dont, et donc, il faut que ces associations travaillent main dans la main, hein, pour avoir des référents départementaux et après des référents locaux. Les référents locaux, ce qui est intéressant, c'est quand les Fredons, par exemple, ce qui se passe en Ile-de-France depuis 6-7 ans, les Fredons forment des référents pour les communes et donc au niveau des GDSA, on forme les référents apiculteurs. Et donc là, vous avez une excellente collaboration entre les deux. Et donc, au niveau des communes, quand vous avez un référent communal, il est capable de gérer l'ensemble des appels sur les nids qui sont signalés, la destruction des nids, etc. Donc, il faut à la fois que les apiculteurs participent. Les particuliers, ben, il faut essayer de les inclure dedans. Pour moi, enfin, Jean-Luc Denecher, lui, dans sa région, ils utilisent beaucoup les particuliers pour piéger, mais c'est très encadré. Les pièges sont distribués par les communes, ils sont récupérés par la suite. Et donc, les particuliers, il faut vraiment que les pièges ne restent pas entre leurs mains après, sinon on voit ce que j'ai vu dans un département à la région, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, hein, on préconise de mettre 2 pièges chez chaque particulier partout dans le département. Donc ça, c'est une catastrophe écologique, quoi. Donc les syndicats ont aussi, il y a beaucoup d'associations syndicales et même non syndicales qui sont importantes et donc il faut essayer de regrouper un maximum de monde et les FDG dont et les jets dons locaux aussi sont vraiment importants. Et si tout le monde travaille ensemble, bah, on évitera ce découragement qui a eu lieu. Et donc là, on verra une efficacité, hein, au niveau du piégeage et après sur la destruction des nids, ça sera le même type d'organisation. Donc la suivante. Oui, je vais juste, Étienne, je vais peut-être juste compléter. Après cette diapo, c'était vraiment pour montrer aussi c'est un exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme dit Étienne, là, je pense que c'était inspiré de ce qui se faisait en Pays de Loire pour le piégeage, qui s'appuie sur les particuliers, mais comme le dit Étienne, de manière très encadrée. Donc, il n'y a pas de schéma complètement figé. C'est bien à chacun dans les départements de trouver la meilleure organisation pour que le piégeage s'organise. Ce qui est important, c'est que ce soit bien encadré, comme l'a dit Étienne, pour éviter les dérives qui rendent les choses moins efficaces et moins sélectives. Donc, je vais remettre. Attendez. Et l'importance de la remontée d'informations. Donc, c'est le point suivant que va développer Étienne. Oui, donc cette remontée d'informations, on sait que tous les piégeurs ne redonneront pas ces infos, mais Monsieur Delacaisse là, du ministère de l'Environnement m'a bien insisté là-dessus pour qu'on essaye d'avoir un maximum d'infos. Eux seront très vigilants là-dessus. Donc il faut donner, il n'y a pas besoin de mettre des données trop longues, mais on peut mettre la date, hein, la commune, la date, le type de piège, le type d'appât, et après le nombre de frelons asiatiques, le nombre de frelons européens. Bon, dans le sud, on peut surveiller aussi orientalis, et le nombre global des autres insectes. On n'a pas besoin d'avoir tout le détail. Donc, si on veut avoir des remontées, il faut quand même qu'on soit limité en termes d'infos, mais ce type de remontée est essentiel. Quand on veut faire de l'épidémiosurveillance, c'est vraiment important. Et au niveau, le frelon est géré au niveau de l'Europe, quoi. Et donc, après, on fait remonter ces informations au niveau national. Et quand un Rome qui participe aux commissions au niveau de l'Europe, là, a besoin de données par pays, hein, pour vraiment faire avancer la chose. La France étant le pays le plus infesté, et donc on a besoin comme ça de savoir comment se fait l'évolution dans notre pays. Voilà. Voilà. Et juste pour compléter là-dessus, donc aujourd'hui, on a différents types de remontées d'informations possibles. Et un des objectifs, on va dire, dans l'année qui vient, c'est de travailler sur un outil qui soit le plus simple d'utilisation possible pour faire remonter ces informations.
Alors, ensuite, j'ai une diapo, voilà. Après, c'était un exemple toujours du Maine-et-Loire sur l'intérêt des remontées d'informations. Donc, Étienne, Ouais, si donc tu... ça, c'est sur une communauté d'agglos qui fait ça depuis plusieurs années et ils ont remarqué cette baisse du nombre de nids à détruire et les communes voisines qui ne détruisent pas les nids ont plus de nids qui ne font pas de piégeage de printemps, pardon. Donc les communes voisines, elles, ont plus de nids à détruire. Donc ce sont sur des exemples comme ça et avec les études de l'ITSAP qu'on a réussi à faire bouger un petit peu les lignes pour permettre d'autoriser ce piégeage de printemps qui est quand même à risque. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il soit efficace et donc pour être efficace, il faut qu'il se fasse sur une grande échelle, mais de façon raisonnée et disciplinée. La suivante. Ben, oui. Alors après, on va arriver sur la partie destruction. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur le piégeage, Étienne. Non, non, là, c'est bon. Donc, on va passer la parole à Oui. David. Voilà, David, on te passe le relais Ok, pour la suite. merci. On va faire un petit tour du côté du paysage. Ouais, je rejoins un petit peu tout ce que dit Étienne. Hein. Et c'est vrai que si on intègre les particuliers dans une dimension de piégeage, ce qui compte, c'est un petit peu, on va le voir aussi après avec les prestataires en destruction, ce qui compte, c'est d'avoir des gens inscrits, des gens référencés et qu'on sache ce qui se passe et être sûr qu'on a bien de la remontée d'informations. Voilà. L'une des pires des situations, c'est de laisser des pièges à tout le monde, sans aucun encadrement, sans aucun suivi. Voilà, il faut que les gens sachent quoi faire avec les pièges, comment faire, et quand est-ce que je commence et quand est-ce que j'arrête. Voilà, c'est pas juste donner des pièges, c'est aussi les accompagner pour bien faire et remonter l'information. C'est hyper important parce que sans information, sans justificatif, on a du mal à faire bouger les choses au niveau national. On fait un petit tour du côté de la destruction des nids. Diapositive suivante, s'il te plaît, Sophie, merci. Donc, les nids, c'est vrai que ça a été le premier réflexe à l'arrivée du frelon asiatique. Je vois des nids de frelons asiatiques, je les fais détruire, ou je le détruis, et jusque-là, c'était la base de la lutte contre le frelon asiatique. Alors, on l'a vu en début d'intervention, la destruction des nids n'a aucune vertu en termes de maîtrise de la population d'année en année. Pour que la destruction des nids puisse diminuer les populations de frelons asiatiques d'année en année, il faudrait pouvoir détruire tous les nids, ou en tout cas 95% des nids, avant l'émission des fondatrices. Et donc l'émission des fondatrices, ça se fait à peu près selon les années et selon les régions, entre le 15 septembre, entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Et une bonne partie des nids, même quand on est en recherche très active, une bonne partie des nids ne sont vus qu'à la chute des feuilles. Je vois, nous, dans les départements comme très encadrés, comme le Calvados et comme la Manche, on arrive à détruire 50% des nids avant le 15 septembre, et avec une grosse organisation, et voilà. Et donc, ça veut dire que les 50% des nids qui restent, ils ont émis des fondatrices, et donc d'année en année, la destruction en elle-même ne peut pas maîtriser les populations. La destruction des nids tente à maîtriser la situation de l'année, en disant chaque nid de frelons asiatiques exerce une pression sur les ruchers alentours, et a un enjeu par rapport à la santé humaine, par rapport au risque de piqûre, et puis il y a un enjeu sur la biodiversité. Donc, c'est ça le contexte réel de la destruction des nids, c'est comment est-ce que j'essaie de diminuer la pression l'année N, sans forcément pouvoir prétendre briser la dynamique de population du frelon d'année en année. Alors les nids, vous savez bien, il y en a de deux sortes. Il y a les nids primaires, les petits nids que vous avez à droite, là, que tout le monde connaît, qui sont gros comme des clémentines. Et puis, en milieu de saison, vers le mois de juin, juillet, selon les régions, on va commencer à voir apparaître les nids secondaires, qui, au final de la saison, vers le mois d'octobre-novembre, peuvent finir énormes. Le plus gros que j'ai vu était gros comme une machine à laver. Et donc voilà, donc on a deux contextes différents, les nids primaires, beaucoup de nids primaires au printemps, et puis des nids secondaires. Et donc la nouveauté, je dirais, dans le plan de lutte national, c'est de mettre une notion de destruction différenciée, comme on l'a vu tout à l'heure, en disant selon la pression en frelon asiatique, et j'ai peur que dans beaucoup de régions, on soit déjà en pression très très forte. Mais en tout cas, selon la pression de frelons asiatiques, on va passer à une destruction systématique de tous les nids quand on est en faible pression, en disant voilà, on est en début d'attaque, il faut vraiment détruire les nids de frelons jusqu'au dernier. Et puis, quand on est en zone de très très forte pression, on peut penser à la Bretagne, les Finistère détruisent régulièrement aux alentours de 10 000 nids. Nous, dans la Manche, dans le Calvados, on est entre
entre 6 et 8 000 nids, on est sur des très fortes pressions, et bien là, on se dit, on va concentrer les efforts sur la protection de l'apiculture, donc les nids qui ont un impact apicole, encore faut-il savoir où sont les ruchers, une sorte de déclaration qui est importante, d'autant plus importante, et on va se concentrer sur les nids à enjeux sanitaires, parce qu'il peut y avoir un risque humain. Et puis, les nids qui sont, quand on est en très forte pression, qui sont dans le fin fond de la campagne, dans le fin fond des marais, est-ce qu'on va aller jusqu'à les détruire avec de l'argent public si on arrivait à mettre en place un financement? La question peut se poser. Voilà, parce que de toute façon, ces nids-là, qu'on les détruise ou qu'on les détruise pas, ils sont souvent vus très tard, et ils ont relativement pas d'impact, et puis de toute façon, le mal est déjà fait, les fondatrices sont déjà parties si on les détruit trop tard. Donc voilà, donc cette notion-là de destruction différenciée, c'est un petit peu la nouveauté dans la stratégie de destruction des nids. C'est-à-dire, on va réfléchir, surtout sur les nids secondaires, on va réfléchir aux enjeux avant de se lancer dans une destruction systématique. Les nids primaires, de toute façon, c'est une constante, les nids primaires, chaque nid vu doit être détruit. On est en tout début de saison, il faut détruire tout ce qu'on voit, on va y revenir. Et les nids secondaires, voilà, on va lancer la lutte contre les nids secondaires, en milieu de saison, vers juin, juillet, et puis on va l'arrêter à la fin des risques en jeu. Si vous avez un nid fin du mois d'octobre, il fait relativement frais, et vous avez un nid à 20 mètres ou à 25 mètres dans un arbre, l'enjeu sanitaire, il est très très faible. Et si les abeilles ne sortent plus à cette saison-là, selon les années, selon les régions, le risque apicole a disparu aussi, c'est pas la peine de le détruire. Voilà. Donc la fin de lutte, elle est faite. Nous, je vois dans les départements où c'est organisé de façon très 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 serrée, on fonctionne avec les réseaux apicoles, et c'est les apiculteurs qui nous disent voilà, on est arrivé à la première semaine de novembre, il n'y a plus d'activité apicole, il y a plus d'enjeux apicoles, on arrête la lutte. Voilà. Donc c'est à chacun de voir quel est l'enjeu majoritaire, où il peut y avoir des endroits où on finit un peu plus tôt que d'autres, ça c'est pas un problème, c'est à chacun de voir quels sont les enjeux en cours. On prend la diapositive suivante, s'il te plaît, Sophie. Voilà, donc concernant les nids primaires. Alors, les nids primaires que l'on constate, ils sont souvent abrités à moins de 5 mètres de hauteur, dans les bâtiments, dans les buissons, dans la niche du chien, dans l'abri de jardin, c'est un grand classique, dans la véranda, dans la carte de la fenêtre. Et on a l'impression que les nids primaires, ils sont toujours abrités, ils sont toujours à moins de 5 mètres. Faut bien garder à l'esprit que ces nids primaires-là, ils sont gros comme des clémentines, et que je vous défie de trouver un nid comme ça dans un pin noir d'Autriche qui fait 5 ou 6 mètres de haut. Donc, en fin de compte, en vérité, des nids primaires, il y en a absolument partout. Il y en a absolument partout. Et on en voit dans nos maisons, à moins de 5 mètres, comme ça, de façon visible, on en voit qu'une toute petite partie. Pour autant, il faut les détruire systématiquement. C'est pas parce que ça ne représente que 2 ou 3% de tous les nids primaires qu'il peut y avoir dans la nature. Chaque nid vu au niveau des nids primaires doit être détruire. C'est une constante à garder. On est en début de saison, il faut y aller. Surtout intervenir en la présence de la fondatrice. Alors, tard le soir, tôt le matin, ou alors avec un peu de patience en journée, et attendre que la fondatrice soit pas présente au nid. Un nid gros comme une clémentine ou comme une petite orange, on va pas le détruire alors que la fondatrice est partie. Il y a concrètement peu de chances que cette fondatrice qui a perdu son nid, qui est déjà bien avancé, ait la capacité et la force de pouvoir reconstituer un autre nid primaire. Mais dans le doute, la règle, c'est de dire je ne détruis les nids primaires que en présence de la fondatrice. Voilà, comme ça, je détruis et le nid et la fondatrice. C'est hyper important. Alors après, la façon de faire pour détruire les nids primaires, on peut les détruire de façon mécanique. Donc déjà, une constante, c'est faire appel à un professionnel référencé si nécessaire. Concrètement, un tout petit nid gros comme une clémentine qui a la carte de la fenêtre de la cuisine, dans une maison de plein pied, un petit coup de bombe avec une pyrètre naturelle achetée dans le commerce, et le problème est réglé. Quand je dis un petit coup de bombe, un nid qui est gros comme une clémentine, c'est un pchit, c'est tout. C'est pas je vide d'une demi-bombe c'est juste un petit pchit quand la fondatrice est présente, et c'est réglé. Maintenant, en cas de doute, si le nid est un peu plus gros, ou si les gens ne sont vraiment pas à l'aise avec les hyménoptères, avec les guêpes, les frelons et autres, il faut faire appel à un professionnel référencé. Ça, c'est clair. Et il se lancera, lui, soit dans une destruction mécanique, c'est-à-dire il va capturer le nid, dans une boîte ou autre chose, et puis il va le détruire comme ça, en l'écrasant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est capturer les nids les plus petits, et puis les congeler pendant 24 heures. Vous les mettez au congélateur, ça marchera très bien. Voilà. Il faut juste être très à l'aise
si on le fait soi-même, très à l'aise avec cette notion d'attraper un frelon. Et puis, et si et encore une fois, si en cas de doute ou pour les gens qui vont organiser la lutte, préconiser l'utilisation ou l'appel d'un professionnel, c'est quelque chose qui est important. Concrètement, pour le pratiquer régulièrement, chez les particuliers, il y a plus de risques de chute de l'escabeau parce qu'on a peur du frelon quand on va essayer d'attraper, de traiter le nid, que de se faire piquer par le frelon. Sur un nid primaire, comme une clémentine, le risque de piqûre, il est infime. Mais il faut que les gens soient à l'aise pour cette pratique-là, pour cette manipulation-là. Donc, faire appel à un professionnel si c'est nécessaire. Pour les nids secondaires, diapositive suivante, pour les nids secondaires, là, c'est clair, on ne se pose pas de questions. Un nid secondaire, hein, c'est un nid qui va commencer à être à la taille d'un melon, d'un ballon de hand, d'un petit ballon de hand. On n'a plus le trou d'entrée par le dessous, on a le trou d'entrée plutôt par le côté. Et là, on est vraiment à un nid secondaire. Il commence à y avoir beaucoup d'individus. On ne se casse pas la tête. On fait appel à un désinsectiseur professionnel et référencé. On y reviendra tout à l'heure à ce que c'est que le référencement. Dans les méthodes de lutte, on en a laissé une méthode de lutte mécanique pour les plus petits nids, hein, qui sont encore accessibles et qui peuvent être capturés dans un sac et traités dans un sac et puis et être congelés. Pourquoi pas? On l'a laissé dans le plan de lutte, mais la grande majorité des nids de frelons asiatiques sont traités par biocide. Et donc, si on utilise un produit, si on utilise un biocide, on doit utiliser une pyrètre naturelle injectée dans le nid. C'est-à-dire injectée avec une aiguille quand on est à portée de main et injectée avec une perche quand on est sur des nids qui sont à 5, 10, 15, 20 mètres ou voilà. Au-delà de 25 mètres, 30 mètres, ça devient un petit peu plus compliqué, mais ça existe. Donc ça, c'est une constante dans le plan de lutte national, l'injection de pyrètre naturelle dans les nids. Pourquoi l'injection? C'est parce qu'on ne veut pas avoir, imaginez un nid dans un arbre, on ne veut pas avoir quelqu'un qui arrive avec un drone ou avec un pulvérisateur et qui va pulvériser tout l'arbre avec un insecticide. Ça sert à rien. Ce qu'on veut tuer, c'est les frelons dans le nid et c'est tout. Donc l'injection, c'est obligatoire. Et pourquoi les pyrètres naturels? Parce que les pyrètres naturels sont extrêmement efficaces sur les frelons et ont une durée d'action de quelques jours seulement. Et c'est tout ce qu'on demande à un insecticide quand on détruit un nid de frelon. On injecte la poudre comme il faut dans le nid, en dégradant le moins possible le nid, et on laisse les frelons un soir, 2 soirs, 3 soirs de suite venir se contaminer dans la poudre. En général, tout le monde rentre au nid tous les soirs, et c'est extrêmement efficace. Il n'y a pas besoin d'avoir un produit dans ce cadre-là, qui est efficace pendant 3 semaines, 2 mois ou 3 mois, comme peuvent faire les pyréthrinoïdes de synthèse, les produits chimiques. Et donc, le fait d'utiliser cette pyrètre naturelle-là, on a une durée d'action très très courte, qui est largement suffisante pour l'utiliser depuis 2017 dans la région. Il n'y a absolument aucun problème, ça marche très très bien. Et de ce fait-là, on se permet de ne pas décrocher les nids. Parce que le problème des pyréthronides de synthèse, des produits chimiques, c'est que vous allez avoir des produits qui ont une action très longue, et donc vous ne pouvez pas laisser des nids traités dans les arbres. Dans les arbres, je prends cet exemple-là, parce que les nids secondaires dans les arbres, c'est à peu près 20 à 30% des nids, pas plus. Hein. Tous les autres, ils sont à moins de 10 mètres voilà. Mais vous ne pouvez pas laisser des nids gorgés de pyréthrinoïdes de synthèse dans la nature. Donc, vous êtes obligé de les décrocher. Donc, d'une part, vous utilisez un produit chimique. D'autre part, vous êtes obligé de le décrocher. Ça veut dire que ça fait traitement. On laisse la nuit passer au moins pour que les frelons se contaminent. Et après, pour que tous les frelons se contaminent. Et après, on va venir le décrocher. Donc, ça fait double intervention. Et en plus, pour ceux qui connaissent un petit peu, décrocher un nid de frelons asiatiques, un nid secondaire dans un arbre, c'est pas un nid qui est pendu à un petit pédoncule. C'est un nid qui est imbriqué dans les branches. Ça nécessite de le disloquer. Et vous avez des bouts qui tombent partout. Des bouts de quoi? Des bouts de nid qui sont gorgés de produits chimiques. Et vous en mettez partout. Et donc là, la dispersion du produit chimique à ce moment-là est assez importante. Et en plus, ce nid-là que vous avez récupéré, il va bien falloir l'éliminer. Donc vous allez devoir l'éliminer dans des filières spécialisées avec les déchets des biocides. Et tout ça fait que l'utilisation de pyrètres chimiques est relativement compliquée et en termes de biodiversité, on n'est quand même pas au top. Donc, on impose dans les plans de lutte, dans le plan de lutte national, d'utiliser des pyrètres naturels, voilà, qui vous affranchissent de toutes ces obligations-là et de toutes ces contraintes et de tout cet impact-là sur la biodiversité, même sur la santé humaine. Quand vous intervenez chez un particulier, que vous avez fait exploser un nid par terre et que vous avez plein de poudre partout, c'est pas du travail, c'est pas du super boulot. Voilà.
Une petite mention sur les paintballs, l'utilisation de paintball. Il existe maintenant des billes de paintball avec des purettes naturelles. Ça date de 2 ans, peut-être 2 ans, 3 ans maximum. Autrefois, il n'y avait que des purettes chimiques. Pour autant, le problème de l'utilisation du paintball, c'est de la vue même des gens qui l'utilisent, hein, que je peux avoir en formation certibiocide, c'est qu'il y a à peu près 10% des billes qui passent à côté, qui rebondissent, il y a un petit peu de vent, voilà. Et on se retrouve avec des billes de produits, même si c'est des purettes naturelles, qui sont dans la nature. Alors, si vous êtes dans le fin fond de la campagne, dans le fin fond des marais, ben, vous avez des petites billes qui traînent à gauche, à droite, c'est gênant. Si vous êtes en ville et que ces petites billes-là tombent dans le jardin du voisin, c'est plus que gênant. Hein, ça peut même être dangereux avec un impact direct. Donc, il y a, en termes d'utilisation et de maîtrise de la diffusion des billes, il peut y avoir des soucis. Donc, c'est une pratique que l'on ne retient pas en général dans les plans de lutte coordonnés dans les départements qui organisent les luttes sur un niveau bien organisé. Voilà pour les paintballs. Et donc, très important, vous allez donc faire appel à des professionnels. Et donc, c'est important que dans le cadre des plans de lutte départementaux qui seront mis en place, ou régionaux encore mieux, hein, si c'est régional, c'est donc de connaître ces désinsectiseurs, de les référencer et de les faire adhérer à une charte de bonne pratique. Vous vous assurez qu'ils ont le certibiocide, vous vous assurez qu'ils ont la bonne assurance. Ce n'est pas toujours le cas. Vous assurez que ce sont des professionnels ou des gens qui en font la profession, même si ce sont des auto-entrepreneurs, mais ils ont une vraie activité. Ils ont le bon matériel, ils utilisent les bons équipements de protection individuelle. Vous leur avez formé, indiqué la bonne communication auprès des particuliers chez qui ils vont travailler. Ils vont travailler avec des bons d'intervention qui vont pouvoir vous remettre derrière pour être sûr que le produit a été bien utilisé, que le travail a bien été fait. Et donc, vous constituez comme ça une liste de désinsectiseurs référencés, chartrés, qui sont engagés, qui sont responsabilisés dans la lutte, hein, qui se sentent aussi responsabilisés, voilà, donc ça c'est important. Et vous diffusez, alors selon les organisations, hein, les listes sur les sites internet, aux collectivités, aux particuliers, en indiquant la raison sociale, les coordonnées. En général, les collectivités aiment bien avoir le nom du gérant, parce qu'ils ne savent pas qu'il s'appelle des insectes machin, mais ils savent qu'il s'appelle Monsieur Étienne Dupont. Et donc, ils veulent travailler avec Étienne Dupont qui habite pas très loin de chez eux. Donc, c'est important d'indiquer les coordonnées et le nom du gérant. Et puis, important aussi d'indiquer les prix pratiqués. Parce que là, vous allez avoir une notion de concurrence qui va s'installer et ça va vous éviter des prix, des fois, qui sont exorbitants. Et quand les insectiseurs qui sont référencés, chartés, savent que les collectivités vont avoir de disponible la liste de tous les insectiseurs chartés avec leurs tarifs, voilà, en termes de concurrence et en termes de raisonnabilité des prix, on arrive vite à des choses assez intéressantes et assez performantes. Voilà en ce qui concerne la destruction et des nids primaires et des nids secondaires dans le cadre du plan de lutte national. Si vous avez des questions, j'y répondrai après dans le chat ou en fin de session aussi. Merci David. Je vais repasser la parole à Étienne sur la partie réduction du stress des colonies. Oui, donc au début, on a parlé de ce qui se faisait auparavant. Donc déjà, il y avait un piégeage qui n'était pas très organisé, donc la destruction des nids. Et maintenant, comme on sait que le frelon n'est pas éradicable, donc il faut vivre avec. Et donc, on a développé déjà dans certaines régions, notamment du sud-ouest, là, c'est là d'où c'est parti, la mise en place de harpes électriques, par exemple, qui ont une activité remarquable, mais la protection des ruchers est assez complexe, et donc un seul élément ne suffit pas. Donc il faut essayer, pour protéger ces colonies, mettre en place des muselières. Il ne faut pas les mettre trop tôt, il y a encore des activités de reproduction là, assez tardives. Les harpes électriques, hein, qui vraiment ont donné d'excellents résultats, et on a des études scientifiques qui les montrent, hein, les premières ont été publiées en Espagne.
et les restrictions d'entrée. Donc, à chaque fois, c'est un ensemble. Si on met qu'un seul de ces éléments, on n'a pas une efficacité importante. Et donc, on peut mettre en parallèle le piégeage d'automne en sachant que les harpes électriques aussi servent de piège. Quand on met des harpes électriques en place, souvent, il y a plus grand monde qui rentre dans les pièges. Et c'est vrai que mettre une harpe électrique ou deux harpes électriques dans un rucher en place, on voit souvent en 8 jours la pression de prédation qui disparaît. Donc, les abeilles qui étaient sur la planche d'envol en V, là, qui étaient stressées, qui sortaient beaucoup moins, donc avec parfois des arrêts de ponte de la reine. Donc, ce phénomène disparaît rapidement. Et c'est vrai que les harpes, c'est un plus par rapport à ce qui se faisait avant. Mais pour que ce soit efficace, il faut une certaine disposition du rucher, un espacement des ruches, etc. Et donc, il faut, et pour les professionnels, ça pose problème, hein, parce qu'il y a parfois des dispositions qui ne permettent pas d'être efficaces avec ce type de harpe. Donc là, il faut travailler avec les organisations professionnelles, les ADA, etc., pour essayer de protéger au maximum les ruches. Ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est en fin de saison, quand le lierre a disparu, hein, quand il n'y a plus de nourriture pour les abeilles, ben, il n'y en a plus non plus pour les frelons. Et les frelons rentrent dans les ruches en masse. Hein, c'est un phénomène qu'on voit depuis 2-3 ans s'accentuer. Et donc, on a des désertions de colonies. Hein, les gens pensent que les frelons viennent pour manger les abeilles. Non, ils viennent pour chercher le miel. Et donc, les abeilles, quand ils voient rentrer du monde en masse comme ça, elles essaient de se trouver un autre endroit où elles seront plus protégées, où elles seront plus stressées. Donc, ces pertes de colonies, ça représente un problème énorme. Et on voit chez les pros, par exemple, 160 ruches sur 800 ruches disparaître en 10 jours. Et donc, quand vous êtes pro, vous n'avez pas vos ruches tout près, et donc vous les visitez moins souvent. Et donc, c'est un gros souci que ces pertes massives. Avant, on avait des pertes chroniques plutôt par affaiblissement des colonies, consommation des réserves, etc. Donc, pour éviter cela, déjà, on peut nourrir à ce moment-là. Et pour les pros, bon, pour l'instant, il n'y avait que la solution de la transhumance. Et c'est vrai que vous changez, vous allez sur un endroit où il n'y avait pas de frelons, et souvent le problème se règle facilement. Mais même pour des apiculteurs de loisirs, hein, qui ont 2 ruchers, parfois passer d'un rucher à l'autre, emmener toutes ces ruches au même endroit, ça résout le problème très rapidement. Et donc, d'où l'intérêt, quand on recherche les nids, hein, d'essayer, pour les apiculteurs de loisirs qui ont un petit peu de temps, de faire de la triangulation pour essayer de détecter ces nids très rapidement. Donc, quand vous avez au mois de septembre, si vous arrivez à détecter les nids qui sont près de vos ruchers, ça permet d'être efficace à la fois sur les fondatrices, hein, qui seront parties d'emblée, et donc sur le rucher aussi, après, où les protections sont en place, mais au moins on a beaucoup moins de stress, hein, qui continue, parce que même quand vous mettez les protections sur les ruchers, des harpes, etc., il y aura toujours un peu de prédation, mais la prédation n'est pas très importante. Le plus important, c'est vraiment le stress qui est généré sur ces ruches-là suivantes. Donc, on va détailler un petit peu. Donc, la protection, donc, ça peut être des muselières. Donc, il y a 2 types de muselières, à grillagées ou à tubes. Ici, vous avez une muselière à 3 tubes. À 2 tubes, ça suffit très bien, hein. Donc, il y a l'AAVO dans le 95, là, le Val d'Oise, qui a beaucoup travaillé là-dessus depuis 4-5 ans. Ils font des recherches, ils améliorent la situation régulièrement. Donc, maintenant, on met même des petites grilles à l'intérieur des tubes pour éviter que les frelons ne rentrent à l'intérieur. Et donc là, on a voilà le type de grille. Et donc les abeilles sortent beaucoup plus vite, hein. Il y a une étude faite à Orsay là, par M. Prinquier sur la vitesse de vol des abeilles en présence du frelon. Et donc, c'est important comme ça de permettre aux abeilles d'avoir une bonne vitesse, alors que quand on met des grillages, hein, des muselières avec grillage, la vitesse n'est pas très rapide, et donc les abeilles se font avoir plus facilement, notamment au retour. Elles ralentissent pour pouvoir passer dans le grillage. La suivante. Pardon. Donc, Je sais pas. Je reviens en arrière ou je reste sur celle-ci? Non, c'est très bien ça. Donc,
sur les harpes, donc les harpes, c'est vraiment un plus, hein, avec des harpes où l'espacement doit être d'au moins 23 mm, 23-24 mm. Donc ça permet comme ça de créer un choc électrique, hein. Il y a plus de 1500 volts dans une harpe. Et donc les frelons vont tomber et se noyer. Alors, il existe des harpes humides, des harpes sèches. Bon, les harpes humides sont plus efficaces, avec un inconvénient, c'est qu'au bout de quelques jours, ça sent mauvais. Donc, il faut enlever 2 fois par semaine. Avec une grille à raid, on peut enlever tous les frelons qui flottent et ça évite de changer l'eau. Parce que quand on change l'eau, on a des abeilles qui viennent pour boire l'eau, même si on met dedans un produit répulsif, hein, genre liquide vaisselle citronné. Moins on va changer l'eau, moins on aura d'abeilles qui viendront se noyer. Par contre, les abeilles qui se prennent dans les fils, c'est quand même peu fréquent. Donc, on n'a pas trop de soucis de ce côté-là. Donc, l'efficacité, ça peut être de 100 à 200, 250 frelons par jour. Donc, par rapport à un piège, c'est incomparable. Et le problème, c'est vraiment la disposition, hein. Il faut les mettre perpendiculaires à la ligne de ruche, devant les ruches. Et devant ces muselières, on met un grillage sur toute la longueur du rucher, sur 1 mètre de hauteur, des grillages à poules. Et là, ça fait un couloir où les frelons passent beaucoup plus facilement dans les harpes. Et sur les harpes, on peut même rajouter des petits leurres, hein, comme on met sur des fils à pêche. Et donc, les frelons croient qu'il y a des abeilles et donc ils viennent encore beaucoup plus dans ces harpes électriques. Mais c'est vrai que les harpes, ça a été une découverte et c'est vraiment une belle invention qui est quand même très utile. Alors, ça représente la suivante, je ne sais pas si qui est mis sur la suivante. Les coûts sont élevés. Bon, maintenant, on commence à avoir des harpes portugaises ou espagnoles avec des coûts réduits. Il va y avoir aussi une création en France d'une entreprise qui va fabriquer ces harpes. Actuellement, c'est essentiellement des groupes d'apiculteurs qui se réunissent, qui font des ateliers et qui fabriquent ces harpes. Et donc, c'est un des outils majeurs dans la protection des ruchers, même si actuellement, pour les ruchers des pros, quand on a des ruches disposées sur des palettes, hein, en carré, donc là, il faut qu'on trouve une solution. Donc, soit on peut aligner les ruches, ou sinon, il faut réfléchir aux solutions qui soient les plus efficaces. La suivante, Sophie. Merci, plaisir. Donc le piégeage d'automne, donc là aussi, hein, tous les pièges fonctionnent en automne, hein, c'est pas un souci. Et en automne, on va avoir 80% de diptères dans les prises, mais ça n'est pas une raison pour utiliser des pièges cloches. Essayons quand même de privilégier les pièges les plus sélectifs quand même, donc de type NAS. Donc l'emplacement, on n'a pas besoin de mettre énormément de pièges, hein, et quand vous avez mis en automne des harpes, un piège pour 25 ruches suffit largement, à condition d'avoir un piège qui a un certain volume et où vous n'êtes pas obligé de changer, de vider le piège trop souvent, puisqu'on sait que cet effet dynamique, hein, d'apport par les phéromones d'alarme des frelons est vraiment essentiel, hein, c'est ce qui donne cette efficacité. Mais ce piégeage en automne, c'est avec des pièges, de toute façon, on a du mal à faire baisser énormément la pression de prédation, où il faudra en mettre beaucoup. Donc, si vous avez un piège et si vous avez 2 harpes pour 10 ou 15 ruches, ça marche parfaitement. Et le nombre d'individus qui vont dans les pièges est assez bas, hein, c'est la harpe souvent qui sera la plus efficace. Donc, les appâts, c'est comme au printemps, il y a des gens qui préconisent de mettre du poisson ou des protéines. Ça marche bien souvent pendant 10-15 jours et après, ça n'attire plus. Donc, on peut très bien faire sans protéines. En automne, ça fonctionne. La suivante. En fait, après, on arrive sur l'organisation. Tu as quelque chose à ce moment-là. Oui, tu as quelque. Non, tu n'as rien à ajouter. Non, j'ai rien à rajouter. On verra dans les questions, par la suite. Ok. Donc, je vais présenter la partie organisation et remontée d'informations, sachant que là aussi, Étienne, David ou Marie-Lou pourront compléter. L'idée, c'était de vous présenter l'organisation aux différents échelons. Donc, comme ça a été déjà indiqué, on aura un comité de pilotage national dans le cadre de la FSE, donc qui réunira GDS France et Fredon France avec des référents pour suivre le dossier Frelon. La DGL et la
direction de l'eau et de la biodiversité, je crois, DEB, seront associés pour associer en fait les ministères au suivi de ce plan de lutte, seront invités à participer au moins une fois par an pour les informer du bilan et des résultats obtenus. Donc les missions de ce comité de pilotage national, c'est de piloter le plan, bien sûr, et de coordonner les OVS. Et c'est de faire évoluer le plan autant que de besoin, sur la base justement des retours d'informations du terrain, des difficultés rencontrées, des résultats remontés, et en s'appuyant aussi sur le groupe de travail dont je vous ai parlé au début, copiloté par GDS France et la FNOSAD. C'est-à-dire que s'il y a les nouvelles connaissances ou si les données terrain montrent qu'il y a nécessité à faire évoluer certaines pratiques prévues dans le cadre du plan, ce sera pris en compte. C'est un plan qui n'est pas figé et qui sera amené à évoluer au fur et à mesure des connaissances qu'on pourra avoir. Le comité de pilotage national, il est aussi là pour mettre à disposition des outils de formation, d'information, de communication et d'organiser, si besoin, des formations sur ce plan ou des supports. Le comité de pilotage régional, il réunit les deux OVS et les référents départementaux et les acteurs locaux. Donc là, c'est, si vous voulez, il n'y a pas de comité de pilotage type défini au niveau national. Pour la région, c'est chaque région qui organise son comité de pilotage. Et pour la mise en œuvre, il s'appuie sur deux référents régionaux, l'un du côté des Fredons, l'un du côté des GDS, pour suivre les différents volets du programme, donc notamment destruction et puis piégeage. Donc le rôle de ce comité de pilotage régional, c'est donc bien de recenser les difficultés auprès des référents départementaux, de réaliser le bilan annuel de la région, de le transmettre au niveau national et d'établir le plan de lutte pour l'année suivante en lien avec les comités départementaux et référents départementaux, puisque comme on l'a vu, le plan en tant que tel, il s'appuie sur des outils, mais le déploiement de ces outils, il est à géométrie variable selon le contexte local. Donc ce qui peut intervenir, c'est la densité du frelon, c'est le climat, c'est un certain nombre de choses qui vont faire qu'on va faire plus ou moins de piégeage, plus ou moins de destruction, et que les périodes de mise en place du piégeage peuvent être différentes d'une région à une autre. Donc le rôle du comité de pilotage régional, c'est bien d'établir la feuille de route au niveau de la région pour les différents départements et de coordonner le dispositif. Et au-delà de ça, il y a un travail de communication auprès des acteurs régionaux. Enfin, le comité de pilotage départemental, c'est le rôle opérationnel, on va dire, du plan de lutte sur le terrain. Il réunit GDS, GDSA, FDG Don et les autres acteurs locaux. Donc là aussi, le comité de pilotage au niveau départemental, il est à définir dans chaque département. Il s'appuie sur des référents, donc l'un pour plutôt la destruction et l'autre plutôt pour le piégeage. Le rôle du comité de pilotage départemental, c'est bien d'informer et de former au niveau local et de coordonner et de mettre en œuvre le plan de lutte. Sur des aspects plus précis, c'est de recenser des insectiseurs référencés pour détruire les nids de frelons. C'est d'animer les réseaux de piégeurs et de désinsectiseurs, coordonner les actions avec les collectivités locales et réaliser le bilan annuel du plan de lutte et récupérer les informations qui remontent du terrain. Donc ensuite, vous avez des schémas qui illustrent un petit peu ce que je viens de vous dire pour montrer le rôle et le lien entre les différents échelons. Chacun a son rôle, ils sont complémentaires, hein, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'un plan national avec l'objectif d'avoir un programme qui soit reconnu par les ministères, c'est important. Et c'est important aussi d'avoir cette reconnaissance vis-à-vis des collectivités territoriales, notamment,
Parce que comme l'indiquait Étienne tout à l'heure, il y a beaucoup de messages qui partent un peu dans tous les sens, beaucoup d'informations sur le frelon asiatique. Et à un moment donné, les collectivités qui ont la responsabilité, notamment de la protection hein, de leur population et puis de leur territoire, euh, ont trop de messages divers et variés. Et à un moment donné, ils doivent, enfin voilà, on ne sait plus très bien ce qu'on doit croire. Donc, c'est important d'avoir ce programme national reconnu qui s'appuie sur des données techniques et scientifiques pour pouvoir communiquer de manière claire auprès des différents acteurs et notamment ces collectivités territoriales. Et au niveau départemental, bon, ça reprend un petit peu le schéma qu'on a vu tout à l'heure, peut-être moins ciblé sur un exemple précis, mais voilà, c'est à chaque département de trouver son organisation. Mais l'idée, c'est bien d'avoir un référent piégeage, un référent destruction, chacun avec ses missions bien déterminées, avec un travail qui est concerté, c'est ça qui est important, qu'il puisse y avoir le lien entre ces différents éléments et d'avoir les remontées d'informations de la part de ceux qui font le travail, que ce soit les piégeurs ou les désinsectiseurs, pour pouvoir valoriser, évaluer l'efficacité des mesures, les corriger si besoin pour l'année suivante. Donc pour suivre... Sophie, Oui. je voulais juste inciter sur cette notion de comité de pilotage départemental qui est extrêmement important parce qu'en fin de compte, on le voit bien dans les différentes régions, les gens qui auront les mains dans le cambouis, ce sera au niveau du département. Au niveau national et au niveau régional, on va organiser, on va remonter l'information, on va mettre en place des choses pour communiquer au maximum, mais vraiment le cœur de la lutte, il va se situer au niveau départemental. Et même d'expérience pour l'instant, j'espère que ça va changer, hein, en termes de financement potentiel, on les trouve plus au niveau départemental qu'au niveau régional. J'espère qu'on arrivera à avancer sur des crédits régionaux, sur des crédits nationaux, mais d'expérience, on sait que au niveau départemental, entre les conseils départementaux, enfin entre les collectivités, les comités de communes qui sont sollicités, qui s'emparent du sujet frelons asiatiques parce qu'elles sont hyper sollicitées par les administrés, hyper sollicitées par les apiculteurs. On sait que c'est au niveau du département que les choses peuvent avancer et que les choses vont avancer le plus vite. Donc, c'est extrêmement important de commencer par monter un comité de pilotage départemental avec les deux OVS, les GDS et les FDG dont s'il y en a, où la fredonce, si la fredonce se substitue à l'absence de FDG dont. Et c'est important à cet endroit-là du comité de pilotage, les deux OVS se mettent en place et, comment dire, sollicitent et l'administration, donc les DDP, les DDPP, les DTTM, enfin TM si vous à la mer à l'occasion, les associations d'apiculteurs, important, les associations des maires, pourquoi pas les EPCI, donc les comités de communes à l'échelon du département, ça dépend du nombre que vous allez avoir, mais que tous les gens qui vont être et partenaires et intéressés par la lutte parce que qui ont des intérêts financiers, si on prend le cas des apiculteurs, il faut que tout le monde se retrouve au sein de ce comité de pilotage-là. Et pour moi, la première étape de l'organisation, c'est ce comité de pilotage-là. Et c'est ça qui va vous permettre d'exposer les tenants, les aboutissants, les enjeux, et qui vont vous permettre de décrocher potentiellement des crédits. Des crédits pour l'animation et des crédits pour supporter la destruction. Voilà, on a des départements qui participent à 30% de destruction des nids, qui ne le feront pas éternellement, qui ne le feront pas avec des milliers de nids, mais ça vous permet d'amorcer, pourquoi pas, des crédits pour l'investissement, l'investissement dans les harpes pour les professionnels apiculteurs, ou pas professionnels, ça dépend des départements, l'investissement au niveau des pièges. Voilà, ça va vous permettre aussi de mettre en place ces chartes de destruction hein, pour les entreprises de 3D. Pourquoi pas des bonnes chartes du piégeage? Voilà, je suis piégeur, je suis référencé. Encore une fois, quand est-ce que je commence, quand est-ce que j'arrête, qu'est-ce que j'utilise comme piège, qu'est-ce que je mets comme appât, quand est-ce que je mets plus d'appât, puis que voilà, vraiment une charte du piégeage. Et c'est ça c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir encadrer et puis concerter la lutte. Et si vous n'avez pas un comité de pilotage qui fonctionne bien, vous risquez d'avoir
dans le département ou dans la région, hein, des communautés de communes qui partent d'un côté ou des communes de l'autre, et à ce moment-là, des actions qui vont être totalement diverses, avec un saupoudrage, et au final, une inefficacité. Moi, j'insiste bien sur cette partie-là de comité de pilotage. C'est pour moi le premier préalable à l'unité organisée. Et si vous pouvez, là je parle aux OVS, si vous pouvez, avec les administrations, déclencher un arrêté de lutte collective, c'est un outil, j'allais dire une arme, c'est un outil supplémentaire qui va aider les communes à pouvoir embrayer sur un piégeage collectif. Donc ça, voilà, c'est important de bien se concerter à ce niveau-là et de bien embrayer les choses là et de l'organiser dès le début au niveau départemental. Sinon, ça part dans tous les sens et à chaque fois que ça part dans tous les sens, on est inefficace. Très bien, Merci merci. Sophie. Merci David. Pour la suite, simplement des exemples d'indicateurs de suivi tels qu'ils sont prévus aujourd'hui. Bon, ils seront peut-être amenés à évoluer, mais c'est important en fait quand on met en place un plan de lutte d'avoir des éléments chiffrés et objectifs qui nous permettent d'évaluer à la fois comment dire, le niveau de mise en place des mesures et puis essayer d'évaluer leur efficacité également. Donc de ce point de vue-là, on a deux niveaux, le bilan global qui permet de se rendre compte justement de l'importance des mesures mises en place et de la manière dont ils sont mis en place, avec le nombre d'apiculteurs, le nombre de colonies, le nombre de nids de frelons détruits, le nombre de pièges de printemps installés et la nature des pièges installés, autant que possible. Et pour justement mieux évaluer l'impact du frelon et l'effet du programme, il y aurait un recueil de données auprès d'apiculteurs volontaires sur le nombre de colonies d'abeilles domestiques pour l'apiculteur volontaire, le nombre de colonies détruites par le frelon, le niveau de prédation, pardon, les mesures mises en œuvre. Si sur la zone, on a du piégeage de printemps, de la destruction et des mesures de protection à l'automne au niveau du rucher, et si on a du piégeage de printemps, des données qui soient descriptives, comme ça a été présenté par Étienne tout à l'heure, pour évaluer justement l'efficacité du piégeage, mais également sa sélectivité. Donc voilà ces données pour les indicateurs, et c'est là que je vous disais que pour l'instant, on ne dispose pas d'un outil de remontée d'informations standardisé et forcément très simple à utiliser sur le plan de la remontée d'informations. On n'a pas d'outil national à ce niveau-là, mais ça fait partie des objectifs qui ont été fixés, c'est de travailler à des outils de remontée d'infos qui soient faciles d'utilisation et qui puissent permettre de remonter des informations également faciles à valoriser ensuite. Le volet suivant, c'est le déploiement du dispositif. Bon, il est déjà bien engagé. Donc voilà, ce plan national, il a été finalisé courant janvier entre Fredon France et GDS France. Il a été présenté au webinaire national du 16 février. Depuis, il y a eu, comme il y a aujourd'hui, des webinaires régionaux. Il y en a encore dans les jours qui viennent. On va produire des supports d'information, de communication, et les documents du plan vont être... bon, ils sont mis à disposition au niveau du réseau, des réseaux respectifs GDS et Fredon, et on va travailler sur des supports d'information qui soient plus concis, plus synthétiques. Et comme l'a évoqué Étienne tout à l'heure, il y a eu un petit événement au Salon de l'Agriculture sur le stand de Fredon France avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture avec remise du plan national, sachant que ces deux ministères sont très intéressés par la démarche engagée. Donc je crois que de mon côté, j'en ai fini. Donc je pense que c'est maintenant la place à la discussion et aux réponses aux questions. Oui, bonjour, enfin merci, pardon. Merci à vous de vos interventions, très intéressantes, très claires, hein.
Il y a pas mal de questions donc, qui portent sur les pièges, sur même la biologie du frelon, sur les moyens financiers, etc. Qui veut prendre la parole par rapport à ça? Je me tourne vers la Fredon. Est-ce que vous voulez prendre la parole sur les premières questions? Je vais reprendre un peu les questions qui ont été posées. Nous, côté Fredon, peut-être je laisserai David parler parce qu'il est beaucoup plus au courant. Mais on a très peu d'informations, nous, côté Occitanie. Donc, c'est vrai qu'il y avait pas mal de questions. Je vais reprendre les questions au fur et à mesure. J'ai tout noté. Il y avait des questions sur les densités de pièges sur un rucher. Des questions sur les impacts aussi sur les filières de production en arboriculture, notamment en viticulture. Donc ça c'est une question qui nous a été souvent posée. De fait, on n'a pas tant remonté que ça. On a démonté de façon informelle de dégâts sur les pommes, notamment des dégâts en vitis aussi, du frelon asiatique qui va venir chercher du sucre en fin de saison sur les fruits. Et de fait, quand on voit bien sur les mûriers, les gens qui ramassent des mûres et compagnie, on le voit beaucoup en fin de saison. Mais concrètement, à ma connaissance, on n'a pas organisé de remontée d'informations sur cette dimension-là économique de perte de récolte liée au frelon asiatique. Mais ça existe, c'est sûr. Ouais, ça existe. Ouais. On a ces informations en Occitanie aussi sur certaines filières, prunes, pêche, mais sans avoir derrière une quantification de dégâts. Et bon, a priori, ça ne doit pas être très significatif parce qu'on n'a pas franchement de remontée, notamment des partenaires économiques. Si on défile, il y a les questions sur le prix des pièges qui sont proposés. Je vais peut-être laisser Étienne répondre, mais il a déjà en partie répondu tout à l'heure. Il ne s'agit pas de mettre 200 pièges par commune, et de bien l'organiser, de mettre relativement peu de pièges. Et à ce moment-là, le prix des pièges est moins impactant que ce qu'on peut voir à gauche, à droite. Je sais pas, Étienne. Oui, il faut changer un petit peu notre façon de réagir. Quand on était sur des pièges à 5 euros qui n'étaient pas sélectifs du tout, donc maintenant on passe sur des pièges qui sont pour le piège à la grille jaune, par exemple, c'est 7 ou 8 euros, mais après il faut fabriquer le piège autour. Le piège bivital, il doit être à 36 euros. Le piège japonais est beaucoup plus cher, c'est le double. Bon, j'ai vu que chez BizDream, là, il était un peu moins cher. Actuellement, sur les pièges qui viennent d'Asie, même le bivital, il y a des problèmes de rupture avec la guerre des outils, par exemple. Donc, les bateaux sont obligés de faire un détour par l'Afrique du Sud. Donc, mais ce type de piège qui est plus cher, comme on en met moins, il y a une question sur le nombre de pièges par ruche. Moi, je pense qu'un piège de ce type pour 20 ruches est suffisant. Il faut savoir qu'en automne, les pièges sont insuffisants, donc il faut absolument, dans la mesure du possible, mettre des harpes électriques partout. Ça devient indispensable. Et donc là, au printemps, mettre un piège pour 20 ruches, c'est suffisant. Et on met aussi des pièges dans les jardins près des fleurs. Donc il faut, sur une commune, 5 à 10 pièges, c'est largement suffisant. Il y a des communes qui les financent. Et donc, il faut essayer de changer d'optique. Ces communes qui achètent 10 000 pièges, comme l'agglomération de Saint-Étienne, des pièges bocaux, qui sont des pièges qui ne sont pas sélectifs. Et même si on trouve peu d'espèces non cibles dedans, on sait que ces espèces-là ne vont pas survivre. Donc, c'est un état d'esprit à changer et c'est pas facile à faire changer parce que comme il y a l'effet prix en plus, mais comme vous en achetez 5 ou 10 fois moins, finalement, le prix revient au même, l'efficacité est meilleure et la protection de la biodiversité est là. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses et actuellement, les collectifs qui se mettent en place foncent à 100 à l'heure sur des quantités de pièges importantes et il faut réfréner cet élan parce qu'on va payer ça au niveau de la biodiversité. Même si on sait que le frelon impacte aussi la biodiversité, mais c'est pas la peine d'aller en rajouter comme ça alors qu'on a les moyens d'avoir des pièges plus efficaces, plus attractifs et plus sélectifs. Mais c'est vrai que les petits pièges, en général, fonctionnent, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas se permettre de travailler avec ce type de piège actuellement.
J'avais une question, moi, par rapport à la durabilité de ces pièges. Bon, c'est récent, mais est-ce qu'on peut espérer les garder plusieurs années? Alors, ces pièges peuvent durer une quinzaine d'années pour moi, tels qu'ils sont conçus. Il y a même des pièges où on peut changer certaines pièces, hein, notamment les cônes d'entrée pour les pièges bivitales, par exemple. Les pièges en bois de type ESA Trobidal à gris jaune, c'est au moins 20 ans de durée de vie. Donc, c'est un investissement sur le long terme. C'est comme les harpes. Les harpes, ça coûte cher, mais maintenant, on arrive à baisser les prix. On voit des harpes portugaises qui arrivent à 120 € la harpe. Et donc, même s'il vous faut 2-3 harpes par ruche, votre investissement est très rentable quand on voit le prix d'une colonie, quand vous perdez une colonie. Il faut savoir quand même que, je vois en région parisienne, mais dans d'autres régions, la première cause d'abandon actuellement de l'apiculture, on a perdu 20% d'apiculteurs en Île-de-France, ce sont les frelons. Hein, c'est-à-dire que les gens qui perdent des ruches une année, 2 années de suite avec le frelon, bah, ils arrêtent. Ils avaient quelques ruches, 5 ruches, et donc ils ne veulent pas continuer dans ces conditions. Donc, et en région parisienne, ça a été montré que les gens qui, eux, mettent les protections en mettant un ensemble de restrictions d'entrée, de muselières et de harpes, n'ont au moins de 5% de pertes totales, en comptant les autres pertes. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, il faut faire passer le message, il faut investir. Et donc, c'est vrai que pour conserver ces ruches, il y a un investissement à faire, mais c'est indispensable, on ne peut pas y échapper. Je regardais aussi dans le tour des questions, il y a des questions sur les pistes de financement pour accompagner ce plan d'action, parce que c'est vrai qu'il y a un plan d'action qui est structuré. Maintenant, voir comment on trouve des moyens financiers pour accompagner ce plan d'action. David a souligné l'importance du niveau départemental, local, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de financement venant du national, voilà, ni côté animal, ni côté végétal. Donc, ça va être des financements à trouver au cas par cas et en fonction des territoires. D'où l'importance d'avoir une structuration régionale, départementale forte pour être force de proposition auprès des acteurs financiers. Ça, je pense que c'est, comment dire, capital, et c'est ce que montre le plan d'action. Se tourner vers les régions qui ont déjà mis en place des actions de gestion, notamment nos collègues de Normandie, dans le grand nord de la France, et peut-être d'autres régions aussi, c'est d'essayer de mutualiser un peu les outils, aller vers le conseil régional sur de l'investissement. Bon, on sait que les conseils régionaux sont peu enclins à financer le fonctionnement. De l'investissement, ça pourrait être beaucoup plus simple. Et quand je vois en effet les pièges. Je sais pas, il y a quelqu'un. Voilà, donc les investissements, notamment sur les pièges. Et là, je rebondis aussi, il y a pas mal de questions sur des densités de pièges, sur les coûts, sur les efficacités, le positionnement des pièges. Je pense qu'il sera peut-être nécessaire de faire un retour, une note synthétique sur le piégeage en tant que tel. Voilà, dans les questions, il y avait est-ce que les pièges attirent les frelons ou pas près des ruches. Bon, c'est des questions qu'on peut se poser en effet. Moi, j'ai pas la réponse. Je suis pas du tout. Je connais d'autres insectes, cet insecte-là beaucoup moins. Mais voilà, mais côté financement, c'est vrai que la structuration au niveau régional et départemental pourra nous permettre d'être beaucoup plus cohérents sur cette recherche de financement. Il ne faut pas s'éparpiller, mais rester bien structuré pour être force de proposition, aussi bien vis-à-vis des collectivités que des collectivités publiques locales et territoriales. Et aujourd'hui, je pense que les pistes de financement sont là. Les apiculteurs, sur ce type d'action, je pense qu'ils investissent directement aussi à leur échelle. Mais côté piégeage, repérage de nids, c'est vrai qu'il faudra aller vers les collectivités. Sauf si le ministère de l'Environnement décide dans sa grande mensuétude de donner des financements, mais j'en doute. Dans l'GDS France et les Fredons, je crois, il y a eu des démarchages au niveau de la DGAL et l'État, vous savez, il y a 10 milliards d'économies à trouver, donc on nous avait promis des choses et on vient de nous dire que ce ne serait pas pour tout de suite, donc au niveau national, c'est cuit pour l'instant. Et donc, au niveau des régions et des départements, quand les coûts augmentent et quand vous voyez le réchauffement climatique, que le nombre de nids va augmenter de façon importante, donc les collectivités locales n'ont pas non plus beaucoup de financement. Donc, il faut aussi compter sur soi-même.
Donc moi, quand je dis qu'il faut investir dans son rucher, c'est à l'apiculteur à investir. S'il arrive à trouver des financements, très bien, mais ça n'est pas garanti parce que les collectivités, elles ont aussi beaucoup d'autres demandes aussi importantes que ce problème qui devient vraiment quelque chose de très conséquent dans certaines régions, et ce sera sur toute la France. Donc, faut pas trop s'arrêter sur les financements. Il faut essayer d'en trouver au maximum, mais il faut aussi que chacun se dise je vais investir et je vais participer comme ça à la protection de mon rucher. Je peux rebondir aussi sur une remarque qui a été faite sur les frelons qui sont des fondatrices qui sont dans les nids en hiver. Ça n'existe pas, ça c'est faux. Les destructeurs de nids, les désinsectiseurs insistent pour dire mais vous voyez, il y a des gros frelons, donc ce sont des fondatrices. Non, les chercheurs, le MNHN, l'INSAP ont regardé, il n'y a jamais une fondatrice qui reste dans un nid. Quand elles partent pour faire leur vol de fécondation, elles ne reviennent pas au nid. Une fondatrice fécondée, elle a des réserves et donc elle pèse plus de 550 grammes, même plutôt 750, pas grammes, milligrammes, pardon. Milligrammes. Oui, j'ai tendance à appuyer sur la pédale. Donc, quand on a des grosses fondatrices en hiver, on sait que toute la production d'individus dans les nids en fin d'année, ça se fait dans les galettes basses, qui elles sont des galettes où les alvéoles sont très larges et donc on a des individus plus grands, mais c'est uniquement le poids qui peut être un indicateur. Donc, quand vous dites détruire des nids en plein hiver parce qu'un des insectiseurs a trouvé des fondatrices, non, il a trouvé des gros frelons qui ne sont pas fécondés et donc ça n'a aucun intérêt d'aller détruire des nids au mois de janvier. Je pense que c'est hyper important ce qui vient d'être dit, parce que ça fait partie des questions qu'on reçoit, nous, par exemple, au niveau du réseau Fredon, de particuliers, de collectivités qui veulent à tout prix trouver un intervenant, un professionnel pour enlever les nids en plein hiver. On leur dit c'est inutile, donc plus on aura justement ce groupe régional constitué qui sera force de proposition et de persuasion, parce qu'il y a beaucoup chez nous on dit des goulamas, et qui profitent aussi de la non-connaissance et un peu du désarroi des personnes pour faire payer n'importe quoi. Dans les questions tout à l'heure, il y avait aussi, quand on est sur les notions de coûts, question est-ce qu'on peut faire intervenir des apiculteurs bénévoles pour détruire les nids? Je pense que oui, le bénévolat, ça va être aussi quelque chose d'important, mais ça sera du cas par cas. Et il y a une question qui est revenue et qui revient un petit peu de temps en temps dans le chat, c'est tout ce qui est recherche. Où on est la recherche, il y a des témoignages qui disent qu'il y avait des programmes européens et qui n'ont pas a priori été poursuivis. Est-ce qu'il y a de la recherche sur des outils de gestion, on va dire, beaucoup plus qui pourraient être développés à grande échelle? En OVS végétaux, on est bien souvent sur des organismes d'insectes qui sont sur tout le territoire, sur lesquels on va plutôt intervenir avec des méthodes de lutte biologique, avec des auxiliaires. On a un exemple qui a concerné l'apiculture avec le CNIP du châtaignier. Donc c'est vrai, est-ce qu'il y a des travaux à l'INRA ou d'autres structures qui pourraient aller accompagner ce plan aussi au niveau de méthodes de gestion de ces populations de frelons? Oui, l'INSAP et l'Institut qui travaille avec les ADA là-dessus, il y a des recherches cette année, il y aura encore des recherches sur plusieurs types de pièges, et donc il n'y a pas assez de financement de la recherche, ça c'est évident depuis plusieurs années. L'interprofession agit aussi pour essayer de faire développer les financements, et c'est vrai qu'il faut qu'on progresse là-dessus. Moi, je suis allé en Slovaquie au mois d'avril, j'étais allé il y a 3 ans, ils ont fait un plan de prévention, et il y a 10 jours, il y a un camion français qui leur a amené des frelons dans un camion de bois de construction. Donc, on exporte du frelon et ça n'arrange pas notre balance commerciale pour autant. Donc, c'est pour dire quand même que dans ces pays-là où ils n'ont pas de frelons, ils ont un plan qui est parfaitement élaboré. Quand ils ont des cas comme ça, ils ont toute une organisation, les populations sont prévenues, etc. Et donc, pour rechercher les individus qui seraient présents et la présence de nids. Et jusqu'à présent, les cas qu'ils ont eus
n'ont pas dans ces régions-là donné de nouveaux nids pour l'instant qu'ils auraient découverts. Donc au niveau de l'Europe, l'Allemagne est un pays aussi où là sont des landers, donc c'est beaucoup plus difficile. Chaque région fait un peu à sa mode. J'ai rencontré des Allemands récemment, et donc, mais ils savent que ça va continuer à développer. Donc en France, on dit toujours si on avait fait le nécessaire au départ, on aurait pu arrêter le frelon. Je pense que non, parce qu'on ne le connaissait pas du tout. Et même dans les pays maintenant où on le connaît, il faut essayer d'être le plus efficace possible pour la recherche des nids, pour retarder le plus possible l'invasion du frelon. Mais l'invasion est inéluctable, quoi. Il a une capacité de reproduction, ce frelon, phénoménale. Donc, comme beaucoup d'espèces exotiques envahissantes, il faut essayer d'en limiter les effets. Si la question c'était aussi la recherche fondamentale, la recherche appliquée, on a beaucoup entendu parler des pièges phéromonaux. Et voilà, là pour l'instant tous les pièges qu'on a sont des pièges alimentaires ou phéromonaux par défaut, comme le disait Étienne, parce qu'il y a des frelons dedans et puis ça va attirer les autres frelons. Mais la conception de pièges phéromonaux, ça a été travaillé, notamment par le professeur Darouzé, et pour l'instant c'est pas encore abouti. C'est extrêmement compliqué. Ils ont réussi à identifier les 3 molécules qui sont les molécules d'alerte, enfin pas d'alerte, mais de communication. Mais la mise en œuvre en Chine, ça a marché sur certaines années, et quand on a commencé à le faire en France, on n'a pas eu les mêmes résultats. Donc concrètement, les pièges phéromonaux, c'est pas pour demain, et peut-être pour après-demain, mais pour l'instant c'est pas goupillé. C'est très complexe et très long. Il y a des recherches aussi sur les nouvelles méthodes de destruction, notamment par le froid, notamment par le chaud, par la vapeur. Voilà. Donc, il y a toutes les contraintes techniques. Monter de l'azote liquide dans une perche à 15 mètres, c'est pas si simple que ça. Ça nécessite des coûts et du matériel spécifique. Et la destruction par la vapeur, c'est un peu le même principe. C'est pas si simple que ça. Et en plus, il y a tout le problème de la destruction d'une colonie en pleine journée. Et on n'a pas résolu le problème de tous les frelons qui sont en train de travailler à gauche à droite. À peu près 2/3 des frelons sont en train de travailler à gauche à droite, qui vont plus trouver de nid au retour, qui sont pas tués. Et donc, ça oblige à travailler plutôt la nuit et le soir. Et quand on est auto-entrepreneur, on gère ses journées comme on le veut et comme on le peut. Quand on est des insectiseurs et qu'on a des salariés, les faire travailler uniquement la nuit, c'est extrêmement compliqué. Donc, ouais, toutes les nouvelles solutions dont on peut entendre parler, de traitement par le froid, par le chaud, techniquement, ça peut marcher, mais en termes d'organisation, c'est assez compliqué quand même. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup à dire pour l'instant dans les nouvelles méthodes de destruction. J'ai vu passer une question là, pas une question, une remarque sur quelque chose que je ne connaissais pas, un piège électrique. Je ne sais pas si Étienne en a entendu parler. Un piège électrique espagnol. C'est à rechercher. Je suis passé chez Anve, ou Anve, je ne sais pas comment on dit en Espagne. Faudra qu'on échange là-dessus, voir ce que ça vaut. Aucune idée. Non plus, je n'ai pas d'informations, pourtant on va sur le site régulièrement et je n'ai pas de données. Donc, à voir. J'ai une question sous les yeux là, pour laquelle je voudrais rebondir. La question, c'est quel est l'élément actif du collier antipuce? La réponse me fait peur. Si la réponse c'est fipronil et que derrière les personnes cherchent à mettre du fipronil sur le dos des frelons pour aller détruire les nids, attention. Alors là, on va s'inscrire en faux directement sur ces applications-là. Attention, c'est d'une part totalement interdit. C'est une application de biocide détournée, c'est totalement interdit et c'est extrêmement dangereux. Vous n'avez aucune garantie que le frelon retourne bien dans son nid, qu'il n'aille pas visiter une colonie, qu'il n'aille pas visiter des abeilles, qu'il n'aille pas visiter, comme c'est le cas chez nous, un étal de poissons, parce qu'ils sont relativement attirés par les odeurs de poissons et venir donc contaminer le poisson avec le fipronil ou autre produit. Il est totalement interdit, il faut se l'interdire. Irresponsable, merci, d'utiliser des insecticides pour mettre sur le dos des frelons et pour aller faire le travail à votre place. Ça, c'est totalement... là, vous faites une croix dessus en rouge, en vert, en bleu, toutes les couleurs. C'est quelque chose qui ne sera pas un plan de lutte et qui ne doit même pas être utilisé à titre particulier. C'est totalement condamnable. Il y avait une question pour toi, David, là dans le chat, quand tu as parlé de lutte organisée et tu as évoqué la possibilité pour les Comcom de déclencher un arrêté. Est-ce que tu as, toi, des exemples d'arrêtés qui ont été pris? D'arrêtés départementaux de lutte collective. On en a dans la Manche, on en a dans le Calvados notamment, mais il en a dans d'autres régions, qui étaient plus faciles à passer du temps où le frelon était classé de catégorie 2, clairement,
Là, on n'a plus que le classement espèces exotiques envahissantes sur lequel on peut s'appuyer et le ressort sur la salubrité publique. Voilà. Mais c'est des articles qui existent. On pourra en passer des modèles s'il le faut. C'est pas un souci. Il y a une question qui revient souvent là, c'est par rapport à l'emplacement des harpes sur un rucher, si on a 20, 30 ruches. Alors, il faut avoir les ruches qui soient disposées en ligne et donc pas trop espacées, hein, sinon les frelons passent entre eux. Donc, si possible, 60 cm, c'est l'idéal. Sur 30 ruches, on met à chaque extrémité, on met une ruche perpendiculaire à la ligne de ruche. Une harpe. Entre la deuxième et la troisième ruche, par exemple, à chaque extrémité, oui, une harpe, pardon. Et donc, au milieu, vous mettez une autre harpe et vous mettez un grillage qui fait toute la longueur juste devant les harpes. Et là, vous forcez les frelons à passer dedans. Les frelons, je ne l'ai pas dit non plus, les frelons adorent aller sous les ruches. Donc, il faut mettre un filet, les filets qu'on met sur les arbres fruitiers là, pour les oiseaux. Donc, il faut empêcher les frelons d'aller stresser les abeilles sous la ruche. Ça, c'est vraiment un gros stress hein, qu'elles subissent. Et donc, après, si vous avez mis ces harpes bien disposées comme ça, elles sont efficaces. Mais dès que vous avez des ruches qui sont espacées tous les 1 mètre, 1 mètre 50, les harpes sont beaucoup moins efficaces. Donc, c'est la disposition des harpes, c'est vraiment essentiel. Et quand elles sont bien mises en place, l'efficacité est remarquable. Toutes les remontées qu'on a, les gens ne peuvent plus se passer de harpes quand ils ont réussi à bien les disposer. Après, sur chaque type de harpe, il y a des espacements entre les fils, etc., qui varient. Donc là aussi, il faut continuer à étudier. La AVO 95 travaille régulièrement là-dessus et apporte des améliorations très, très souvent. Mais la disposition est pour moi vraiment essentielle. La hauteur des harpes aussi, il faut qu'elles soient vraiment au niveau des planches d'envol, quoi. Et donc là, vous avez un maximum de frelons qui passent dedans. Oui, l'association, c'est la AVO. Peut-être on fera passer le lien, puisque ce sont eux qui ont mis pas mal de tutos sur la construction des harpes. Oui, oui. J'avais une question peut-être à Marie-Lou au niveau national, peut-être d'autres qui ont la réponse. David a évoqué on va dire, pour motiver des arrêtés, la salubrité. Est-ce que côté ARS, au niveau des PRSE, notamment le nouveau plan santé-environnement qui est mis en place au niveau national, dans chaque région, est-ce qu'il y a des pistes ou pas? Le frelon n'est pas classé danger pour la santé humaine actuellement, mais est-ce qu'il y a des pistes de travaux avec l'ARS qui s'intéresse de plus en plus à ces bestioles ou autres pathogènes ou risques sur la santé humaine? Oui, du coup, à ma connaissance, dans le PNSE 4, du coup, le 4e plan national santé-environnement, à ma connaissance, il n'y a pas ce point-là qui est abordé. On parle d'espèces effectivement plutôt nuisibles pour les humains, mais c'est plutôt au niveau de la santé humaine, ambroisie, chenille, etc. Mais le frelon asiatique ayant un venin qui n'est pas plus dangereux que celui du frelon européen, je pense pas que ce soit prévu. Alors ça, c'est au niveau national. Après, le plan est décliné au niveau régional en PRSE. Et alors là, donc c'est plutôt à chaque région de les écrire. Souvent, le plan national, bien sûr, est repris, mais du coup, au niveau régional, je ne sais pas s'il peut y avoir des particularités où ils reprennent la chose. Pas à mes connaissances non plus. Non, je sais pas. Les choses qu'on va passer, c'est quand même que depuis que le frelon asiatique est arrivé, on n'a pas vu dans les déclarations d'accidents d'augmentation de mortalité par piqûre d'hyménoptère. Voilà. Donc pour autant, enfin, nous en Normandie, on a des décès tous les ans. Hein. Donc un décès, c'est un décès de trop, ça c'est clair. Mais apparemment, statistiquement au niveau national, on n'a pas vu d'augmentation incroyable de nombre de mortalités par piqûre d'hyménoptère. Donc je pense que le classement du frelon asiatique comme danger sanitaire, à ce titre-là, je sais pas s'il faut attendre quelque chose dans ce sens-là. Mais encore une fois, nous, je le répète, en Normandie, on a des décès tous les ans et il faut bien en tenir compte. Et c'est un des ressorts et un enjeu pour
pour les collectivités, pour les maires, hein, d'essayer de régler ce problème-là et de régler ce problème de responsabilité par rapport à la salubrité publique et des nids qu'on peut trouver partout. On n'a rien dit sur les administrations, hein, les DRAF, des choses comme ça. Et donc, moi, je pense qu'au niveau des régions, il peut être intéressant de déposer le plan au niveau du CROPSAV. Hein, en Ile-de-France, on l'avait fait. Là, on va le refaire avec le nouveau plan. Et donc, de bien impliquer comme ça les DRAF et les autres organisations, les DDPP, même si les DDPP n'ont plus assez de personnel et donc ils ne s'occupent pas du tout du frelon. Mais il est important que les administrations soient au courant de ce qui se fait. Et donc, ça permet après, avec les préfectures, d'agir comme ça plus facilement. Et il y a des arrêtés préfectoraux qui sont faits dans certains départements. Comme l'a dit David, bon, ça ne donne pas beaucoup de choses supplémentaires dans la lutte, mais ça permet quand même une organisation qui est représentative, hein, et donc c'est important pour faire connaître le plan. Je suis tout à fait d'accord, notamment alors, les arrêtés, en effet, ils n'ont pas forcément un rôle fondamental. Par contre, dans la mesure où il y a un arrêté, le préfet peut agir, et quand le préfet se saisit d'un dossier, ça facilite grandement même des actions qui ne sont pas forcément très bornées juridiquement. Mais en effet, je pense qu'on a tout intérêt avec la FRGDS au niveau régional à déposer conjointement quelque chose au prochain CROPSAV. On pourra saisir la DRAF rapidement là-dessus. On verra ça avec Irène. Je vois une petite remarque sur le bénévolat des apiculteurs qui viennent détruire des nids. Donc, méfiez-vous parce que il faut, hein, pour détruire des nids, il faut avoir un certibiocide, il faut une assurance, un RCP. Et donc, on ne peut pas préconiser dans un plan de lutte, hein, de laisser intervenir des gens qui ne sont pas des pros. Et David a beaucoup insisté là-dessus. Il y a des gens qui le font, mais c'est à leur risque et péril. Et il faut vraiment essayer de conseiller, hein, la destruction des nids par des gens qui sont des professionnels. La différence peut se faire, c'est vrai, que concrètement, de façon pragmatique, entre les nids secondaires et les nids primaires. Un tout petit nid primaire chez sa voisine, vous mettez un coup de bombe, c'est fini. De fait, je rejoins Étienne, il faut, pour appliquer un biocide chez quelqu'un en prestation ou de façon gratuite, il faut le certibiocide. Point. Voilà, le coup de main du référent communal qui est appelé par des gens de la commune qui ont un petit nid dans le coin de la fenêtre. Voilà, on est par contre sur un nid secondaire qui commence à avoir une taille respectable, la question se pose pas. Nid secondaire, il faut passer par quelqu'un qui a certibiocide, par quelqu'un de référencé, par un professionnel. Voilà. Alors après, la gratuité ou pas, vous pouvez très bien avoir un entrepreneur qui dit, ça nous arrive, nous, dans le département, qui dit, moi, sur ma commune, je ferai les nids gratuitement. Ça, la notion de gratuité, elle appartient à chacun, hein, c'est pas, voilà. Mais la gratuité, le bénévolat n'influe pas sur le fait d'être avec un professionnel. Moi, si je peux me permettre, j'aimerais qu'on revienne sur l'organisation au niveau départemental. Et notamment, nous, on a des retours de gens d'API qui veulent bien s'impliquer dans la lutte contre le frelon, organiser du piégeage, etc., qui ont des contacts avec des Comcom qui sont partantes aussi. Comment je vais procéder? Est-ce que je passe par un GDS à un GDSA? Et c'est quoi la démarche en fait? Le plus facile, on sait que dans chaque département, il y a des GDSA, donc il faut que les GDSA s'impliquent. Alors, il y en a qui s'impliquent très bien, hein, vous avez le cas du Gard chez vous. Donc, il faut essayer de favoriser au maximum. Après, vous aurez toujours, hein, certains GDSA qui ne le feront pas. Mais donc, après, à trouver la bonne organisation, et même le GDSA, il faut qu'il travaille en collaboration avec la DGDON ou, hein, au niveau régional. Donc, même l'animation régionale doit essayer de stimuler comme ça les initiatives, parce qu'actuellement, on part du bas, hein, c'est-à-dire sur des initiatives de piégeage en général dans les communes, et ça remonte. Mais pour que ça remonte bien, il faut qu'il y ait un comité départemental. Et quand vous avez un responsable départemental et puis un petit comité à 5-6 personnes, vous êtes beaucoup plus efficace. Mais là, il faut trouver les gens motivés, et c'est vrai que les départements où ça fonctionne bien, c'est remarquable.
Sur la façon de faire, comment ça s'est passé, je vais prendre l'exemple de chez nous, hein, comment ça s'est passé dans le Calvados. Il y avait cette problématique dont Folloranzati qui est arrivée. Le département de la Manche était parti l'année d'avant, donc en 2016, nous c'était en 2017. Et donc on a monté donc un comité de pilotage, on a été voir la DDTM et la DDPP. Et on dit voilà, il faut avancer. On a commencé les concertations donc entre GDS et puis Fredon à l'époque, où on s'est réparti les différents territoires en Normandie. Et comment dire, la première chose qu'on a été faire, c'était aller voir les conseils départementaux qui nous avaient déjà sollicité l'année d'avant, en disant voilà, on va monter un plan de lutte collective. Est-ce que vous avez des possibilités de financement? Ils sont positionnés en disant nous on peut pas rentrer sur de l'investissement, on peut pas rentrer sur de l'investissement sur ce coup-là, on peut pas rentrer sur du fonctionnement. Par contre, on veut bien, on a une marge de manœuvre sur la destruction des nids et participer à la destruction des nids. Et voilà. Et donc une fois que vous arrivez avec un des financeurs, parce que c'est important d'avoir un financeur départemental, vous arrivez à un des financeurs, vous montez votre comité, encore une nouvelle réunion du comité départemental. Et là, vous invitez les EPCI en disant, voilà, eh ben, écoutez, nous, on peut avoir 30% du coût de destruction des nids par le conseil départemental. On est extrêmement sollicité par toutes les communes parce que tout le monde est perdu, ils ont des coups de téléphone dans tous les sens, il faut vraiment qu'on monte quelque chose de collectif. On a proposé, nous, aux EPCI de dire, voilà, il nous faut une animation départementale. Ce qu'on propose, c'est de faire financer l'animation départementale pour une 60aine de milliers d'euros, divisé par le nombre de PCI. Et une fois que le PCI a accepté de financer la communication, le portail qui va gérer toute la dimension de connexion entre les mairies, les apiculteurs, les désinsectiseurs, la Fredon qui gère tout ça, une fois que vous avez adhéré à ce dispositif-là et que l'animation est réglée, ça ouvre la possibilité à vos communes d'avoir les 30% du conseil départemental pour la destruction des nids. Mais maintenant, on a fonctionné avec les communes et on a obtenu de la grande majorité des communes un financement à 70% de la destruction des nids. Je parle de destruction des nids, on peut le dupliquer sur le piégeage, pourquoi pas, hein, on s'investit sur les méthodes de lutte que l'on veut. Et on a obtenu comme ça, donc, de petit à petit, toutes les EPCI, dès la première année. Et là, on est rendu à 90% des communes qui sont dans le dispositif, qui font détruire les nids par les prestataires qui sont chartés. Donc, on fait une formation tous les ans, une information tous les ans. Il y a un appel d'offres qui est lancé, enfin, un appel à candidature qui est lancé. On nous présente la charte, on nous signe la charte, les assurances, le bon matériel, les factures de purette naturelle. On s'assure que les gens travaillent bien. Et donc, ça s'est monté petit à petit comme ça, mais la première chose à faire, c'est d'essayer de trouver des financements. Dès que vous avez le premier financeur, surtout s'il est départemental, et ben, ça vous permet d'aller voir les autres personnes impliquées dans la lutte, notamment les autres financeurs, que peuvent être les EPCI et les communes, et de déclencher comme ça. Il faut prendre par un bout. Et voilà, et se servir des gens qui sur le terrain sont motivés. Souvent, c'est les apiculteurs. Souvent, il y a 2-3 communes qui sont motivées, 2-3 EPCI. Et c'est avec ces gens-là qu'il faut aller voir le conseil départemental. Avec un peu de chance, il y a au sein de l'EPCI des conseillers départementaux et c'est parti, quoi. Là, il faut prendre son bâton de pèlerin. On n'a pas trop le choix. Et des fois, vous avez de la chance. On a des départements, c'est l'inverse, hein, c'est les DDPP qui sont venus nous chercher et les conseils départementaux. Donc voilà, là, c'est encore mieux. On vient vous chercher comme étant un sauveur. Donc, c'est un peu plus simple à mettre en place. Mais le fait d'aller voir et les EPCI et les conseils départementaux, on apporte une solution à des problèmes, à une épine qu'ils ont dans le pied depuis un petit bout de temps, dont ils ne savent pas comment se débarrasser parce qu'ils sont hyper sollicités. Hyper sollicités par les administrés, par les petites communes, par les apiculteurs. Et donc, si vous arrivez avec une solution à peu près bordée, à peu près organisée, en général, vous êtes plutôt bien accueillis. Ok, merci. Il y a encore quelques petites questions. Est-ce qu'il y a des choses, bon, au pire, on donnera des éléments s'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas répondu, on pourra vous répondre aussi en direct ou envoyer un message à Étienne, j'imagine, ou à David, si jamais il y a des choses très, très précises qui n'ont pas été traitées. Est-ce que vous avez d'autres questions de votre côté? Bon, il y avait encore il y a une question qui porte sur le choix des appâts en fonction des saisons.
Bon, ça, je pense que ça a été un peu traité. Oui, j'y ai en partie répondu. Ouais. Il y a beaucoup de questions tournant autour des harpes, hein. Il y a eu des liens qui ont été donnés. Je pense qu'on refera passer tous ces liens. Il y a des questions sur est-ce que ces harpes ont des impacts sur les oiseaux ou les chauves-souris. C'est vrai que l'utilisation de la harpe soulève beaucoup de questions. Alors c'est vrai que sur les oiseaux, bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Le AVO 95 préconise maintenant de mettre des planches à la base des harpes des côtés extérieurs, comme ça les oiseaux qui tombent, comme quand ils se butent sur une vitre, ils sont assommés, ils se réveillent et ils peuvent repartir, donc ils vont pas se noyer. Donc il y a des petits aménagements comme ça qui permettent d'être efficaces. Après, sur les Vespa crabreaux, le frelon européen, en automne, c'est vrai que dans certains cas, on a des gens qui se plaignent d'avoir beaucoup de pression de prédation par les frelons européens. Moi, j'ai eu jusqu'à 50% de frelons européens dans mes harpes. Mais bon, c'est en automne, hein, les individus sont reproduits, etc. Donc, on a peu de risques d'impact sur la biodiversité à cette saison. Mais c'est vrai que le frelon européen est un ancien frelon asiatique, hein, d'ailleurs. Et donc, il devient de plus en plus prégnant sur les ruches. Et comme il trouve moins de nourriture ailleurs, il a compris qu'il y avait un bon garde-manger là, et donc dans certains cas, on les voit de façon conséquente. Mais sur les autres individus, on peut avoir un reptile parfois qui rentre dans le bac à eau. Donc là, il faut essayer d'avoir des bacs qui soient un peu rugueux. Donc faire une fois du béton dans le bac, ça permet de permettre aux reptiles de ressortir sans problème. Donc ce sont des petites choses, ce sont des observations du terrain qui permettent de régler ces problèmes d'effets collatéraux. Peut-être pour finir, hein, il y a une question de Madame Vogler de la DRAF Occitanie, hein, qui porte sur le fait que les financeurs demandent des estimations de coûts. Pouvez-vous nous donner des exemples de coûts globaux? Alors, on n'a pas de coûts globaux actuellement, hein, donc parce que on voit sur les harpes, par exemple, les coûts varient beaucoup. Au niveau des destructions de nids, c'est pareil, hein, donc c'est quand même la liberté, et donc c'est la dans une région chère que dans d'autres. On a perdu Étienne? Oui, on dirait. Ah. Étienne, vous avez un problème de flux. Bon, David, je te laisse répondre. Je reprends là. Oui, donc sur les coûts, alors après, si on veut se border avec un petit peu avec les coûts, il y a la possibilité de fonctionner avec des plafonds. On constate, nous, les destructions de nids de frelons asiatiques, si je parle de destruction, on est aux alentours de 90 €, tout hauteur confondue, là, sur les départements qui sont organisés. Mais rien n'empêche le conseil départemental de dire moi je mets une enveloppe, admettons, c'est ce qui se passe chez nous, hein, 200 000 € et je plafonne mon intervention à 30 € maximum par nid. Donc comme ça, si jamais les nids sont plus chers parce qu'on détruit avec une nacelle, avec autre chose, c'est géré comme ça. Donc l'enveloppe à ce moment-là, elle est stabilisée. Après, il faut partir sur un plan comme ça, sur les premières années, il faut partir avec des coûts moyens, hein. Le coût moyen d'une harpe, entre une harpe achetée dans le commerce et une harpe fabriquée par Inesat ou un CAT, c'est vrai que vous n'avez pas les mêmes coûts, voilà, on pourrait échanger, hein, sur les coûts moyens constatés. Les nids, les pièges, c'est pareil, hein, le piège le plus cher, ils ont autour de 60 €, la grille Neopi, elle est à 7 €, tout piège confondu, fini par un ESAT, avec la grille Neopi, on doit être aux alentours de 20 €. On considère qu'il faut entre 4 et 10 pièges par commune. Alors une commune comme Toulouse ou une commune comme une petite commune de la Dordogne, ça va pas être la même chose, mais concrètement, en moyenne, vous tapez à 10 pièges par commune sur l'ensemble d'un département, et puis vous avez un coût moyen de ce que peut être le piégeage optimum, en disant, est-ce que dès la première année, je vais avoir 10 pièges par commune à 20 €? C'est pas sûr. Donc vous l'étalez sur 3 ans, admettons. Il faut se poser 2 secondes sur les coûts de base et sur les volumes qui sont en jeu, et sur l'étalement possible des dépenses. Ça, on pourrait échanger. Moi, je pourrais échanger avec Philippe s'il faut à ce sujet-là. On peut vous donner des exemples de comment ça se passe dans d'autres départements, et d'arriver avec quelque chose d'à peu près cadenassé, quoi. Après, le coût de l'animation,
c'est toute la différence qu'il va y avoir entre des animateurs et des référents. Dans le modèle que l'on peut utiliser à gauche, à droite, un animateur, c'est un salarié. C'est un salarié d'un GDSA, c'est un salarié d'un GDS, d'une Fredon, d'une FDGDon, et qui va être payé pour faire l'animation et qui, entre guillemets, je le dis comme ça, mes collègues seraient pas contents, qui va être corvéable à merci. C'est son boulot, 35 heures par semaine ou plus s'il y a besoin. Donc là, il faut savoir que voilà, si on travaille sur du piégeage, sur de la destruction, on va travailler de la mi-juin à la mi-novembre. Voilà, vous avez au moins un équivalent temps plein toute cette période-là, minimum. Toute la gestion des factures, ça dépend de ce que vous rentrez dans votre animation. Et si vous travaillez sur l'animation au niveau du piégeage, ben, vous allez décaler, hein, vous allez travailler du mois de février, on va dire, jusqu'au mois de mai, hein, et puis le piégeage d'automne, ça va être un peu plus tard. Et après, donc, si vous travaillez avec des référents dans les communes, bah, si vous avez des bons référents dans les communes qui sont bien formés, vous allez former les référents avec les animateurs, et les référents vont agir bénévolement dans le réseau d'apiculteurs, dans le réseau des collectivités. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver pour remplacer. Mais concrètement, vous ne pouvez pas avoir et en animation et en référent que des salariés. Et si vous voulez vraiment avoir une grosse animation piégeage comme c'est nécessaire pour être efficace, uniquement avec des salariés, vous allez rattraper largement les coûts de destruction des nids, hein, et c'est pas le but du jeu. Donc il faut trouver cet équilibre économique-là dans l'application des gens, dans l'application des structures, dans les équivalents temps plein disponibles ou à mettre en jeu. Et il y a des postes clés. Les postes clés d'animation, de communication au niveau régional et au niveau départemental, ça ne peut être fait que par des salariés parce qu'un bénévole, on ne peut pas lui demander plus que ce qu'il peut donner. Un animateur, il est payé pour ça, c'est son boulot, et donc vous avez quelqu'un qui a 35 heures par semaine qui va travailler sur le sujet, et là, vous abattez du boulot. Oui, c'est un équilibre à trouver. Il est 12h10, je propose qu'on conclue. Il y a un certain nombre de questions qui n'auront pas été traitées, mais je vous propose d'y répondre par mail derrière. Je vais peut-être donner la parole à Monsieur Tixier-Malicorne pour une partie de conclusion. Merci Irène. Je pense que tu as tout dit, hein. Je pense qu'on peut se féliciter de cette matinée. On a pas mal d'acteurs autour de la table. On parle pas de rien. On a des exemples au niveau national déjà d'organisation autour de ce plan frelon. On va pas réinventer le fil à couper le beurre et dépenser de l'argent inutilement. L'objectif, c'est de déjà se mobiliser, voir ce qui est fait déjà en département. On a un réseau GDS, on a un réseau FDG Don aussi. Donc, on a aussi d'autres réseaux qui pourront peut-être, pourquoi pas, être mobilisés. On a le réseau des référents Ambroisie qui existe au niveau des collectivités. On a d'autres réseaux, nous, au niveau de l'OVS, sur les collectivités. Je pense qu'au niveau des FAGDS, il y a aussi un réseau qui donc on ne parle pas de rien. Ce qu'on va vous proposer, Irène l'a dit, c'est donc vous aurez les présentations. On va refaire avec Irène une synthèse de toutes les questions qui ont été posées. On va essayer d'y répondre, ou si on n'a pas les réponses, renvoyer. Je pense que la force de nos réseaux, c'est de travailler en réseau. On n'a pas la science infuse, et par contre, on sait qui fait quoi et qui a la réponse. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse faire un peu ce travail de lien avec les sachants. Donc, avec Irène, on sera vos interlocuteurs sur ces dossiers-là. Ok, je rejoins complètement ces propos. Je tiens à remercier tous les participants, et encore une fois, c'est important pour les personnes qui sont volontaires, hein, d'avoir des interlocuteurs, et qu'on puisse aussi fédérer un petit peu, et nous, au niveau régional, participer aussi à fédérer au niveau départemental, parce que en effet, on a des retours qui sont aujourd'hui où les gens se questionnent beaucoup par rapport à un possible plan de lutte, et il faut qu'on leur apporte des réponses claires, et notamment par rapport au fait soit ils rejoignent un réseau déjà existant, soit on
enfin, que puissent se créer au niveau départemental des réseaux qui justement vont permettre d'encadrer ces personnes qui sont volontaires. Parce que clairement, on a besoin de vous, hein, on a besoin de votre investissement sur ce plan de lutte. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter et à échanger par téléphone et petit à petit, moi ça fait plusieurs fois que je vois ce webinaire. Bon, petit à petit ça prend forme, petit à petit les choses se calent de plus en plus, mais je m'aperçois qu'il faut un petit peu de temps et puis qu'on digère un petit peu tout ça pour pouvoir agir sur le territoire. Voilà. Merci Merci à tous. aux nos intervenants très brillants et puis à vous, participants, d'avoir été présents à ce webinaire. Merci à tous. Merci à tous, bonne saison. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Merci, bon Merci. appétit. Merci, bonne Au journée. revoir, bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Hop, on ferme. Je vais couper.